Pour les jeunes princes du royaume de Glansreich, la classe est en session. Le roi a engagé Heine Wittgenstein en tant que tuteur royal pour ses chers fils. Un homme dans la quarantaine avec une silhouette enfantine, mais une richesse de connaissances et d'intelligence, pour préparer les princes à devenir des rois dignes du trône sous tous les aspects. Avant Heine, chaque tuteur royal a été chassé par les enfants égoïstes et arrogants du roi. Chacun avec ses propres bizarreries, qui incluent la violence, l'hubris, le côté playboy. Et indéniablement stupide au-delà de toute croyance. Ces beaux princes ont d'abord l'intention de chasser leur nouveau tuteur. Mais ils découvrent rapidement qu'il y a plus en lui qu'il n'y paraît. Musique, athlétisme, arts martiaux, études académiques, Heine peut tout enseigner. Mais est-ce que cela suffira à corriger les manières de ces princes gâtés? Restez à l'écoute pour le savoir. En carrosse, Heine Wittgenstein rentre dans la ville et lit la lettre. Écrite par le roi Glansreich lui offrant la prestigieuse position de précepteur royal. Le roi avait eu une princesse et 5 princes. Son fils aîné talentueux était le suivant dans l'ordre de succession au trône. Cependant, il ne pouvait ignorer la possibilité qu'il arrive quelque chose à ce dernier. Ainsi, Heine fut demandé pour donner des cours. Les jeunes frères pour les préparer au trône. Actuellement, le roi considérait que les 4 n'étaient pas encore aptes à régner. Et pour empêcher les compétences des enseignants de causer une inégalité dans leur progression, il voulait que seul Heine supervise leur éducation et leur accorde une attention égale. Heine arrive à la résidence de la famille royale Glansreich, le palais Weisberg. Il a choisi de vivre ici en tant que précepteur royal pour ses propres objectifs personnels. Les gardes l'arrêtent, disant qu'un jeune garçon comme lui ne pouvait pas simplement pénétrer dans le palais sans autorisation. Heine essaya de répondre d'un air calme, disant qu'il avait un ordre du roi dans sa veste. Cependant, les gardes présumèrent simplement qu'il devait être le fils du précepteur royal, le flattant et le prenant de haut en disant qu'il devait attendre l'arrivée de son père pour entrer. La reine Maria von Glansreich, la mère du roi, arriva en riant légèrement, accueillant Heine en tant que précepteur, au grand embarras des gardes. Et alors qu'Heine s'apprêtait à prendre congé, il fit comprendre aux gardes que malgré son apparence, il était en réalité un homme adulte. Ils s'excusèrent donc. Il ne ressentait aucune gêne personnelle, étant habitué à être pris pour un enfant. Mais il fut grandement surpris d'avoir reçu une lettre du roi lui-même. Surtout étant donné qu'il n'était qu'un simple roturier. Cependant, le roi avait déjà dit à Maria que Heine était un enseignant exceptionnellement talentueux. Elle lui a demandé de bien s'occuper des princes. S'ouvrant sur le fait que leurs tuteurs royaux avaient tous démissionné si rapidement, elle a insisté, pour dire qu'ils étaient de très bons garçons et qu'il n'y avait rien de mal avec eux, suggérant plutôt qu'ils étaient peut-être si bons que les autres tuteurs n'avaient rien à leur enseigner. Heine en inféra que c'était l'amour aveugle de ses grands-parents, ayant maintenant un soupçon du problème qui lui avait été imposé. Mais il accepta quand même, car en tant que professionnel de l'éducation, il prévoyait de donner au prince une éducation rigoureuse. En entrant là où il l'attendait, Heine a été soudainement frappé par une rafale de vent. Ses yeux brillaient, témoignant des 4 beaux princes qui l'accueillaient. Les garçons étaient parfaits, comme s'il était sorti d'un tableau. Il y avait Linard, dont le salut gracieux est devenu froid et indigné. Il a mis les choses au clair, déclarant que malgré les ordres de leur père, Heine n'était qu'un roturier. Et en tant que 4e prince, un roturier ne pourrait jamais lui donner d'ordre. L'impression que Heine avait de lui était belle à l'extérieur. Avec un intérieur arrogant une fois qu'il ouvrait la bouche. Une fierté aussi haute que l'Everest. Le fier prince de l'Everest. Le 5e prince, Licht ou Lii comme il se surnomme, est arrivé. En crachant joyeusement sur le petit tuteur, se demandant si Heine était un adulte. L'impression que Heine avait de lui était légère. Le prince playboy, prêt à montrer ses charmes. C'est alors que le 3e prince, Bruno, est intervenu pour réprimander son frère fantasque. Il s'est excusé au nom de son jeune frère. Il a ensuite mentionné avoir lu des documents sur Heine et a demandé où il avait fait ses études universitaires. Mais en apprenant qu'Heine n'avait pas fréquenté l'université à tout, l'attitude polie de Bruno s'est transformée en un regard froid. Heine le croyait maintenant être le prince cérébral qui intimide. Bruno a ensuite présenté le 2e prince, Kai, qui simplement a lancé un regard noir à Heine avant de se détourner, le prince fulminant. Mais maintenant qu'ils s'étaient tous rencontrés, Heine était prêt à les interviewer un par un. Il avait apparemment des informations sur chacun d'eux concernant leur réputation.
Des histoires tirées de coupures de journaux, les notes qu'ils avaient obtenues à l'école, et ainsi de suite. Leonard a déclaré que les interviews étaient inutiles, car il détestait les tuteurs plus que tout, et croyait qu'Aine s'enfuirait bientôt comme les autres. Les autres frères et sœurs étaient d'accord, mais pour leurs propres raisons. Aine pouvait voir où ils en étaient sur le sujet, mais il l'ignora simplement. Demandant qui serait le premier à interviewer, Leonard ne comprenait pas. Mais à cela, Aine ne se souciait guère, sortant son pointeur et leur disant qu'il était temps pour leur leçon. Les garçons étaient stupéfaits d'apprendre qu'ils n'avaient aucune intention de partir. La réponse de Leonard était de simplement s'unir avec ses frères pour boycotter la leçon de Aine et finalement le chasser de son poste de précepteur royal. Cependant, Licht fut le premier à partir, disant qu'il était temps pour lui de rencontrer son invité qui l'attendait dans sa chambre, et qu'il serait bien d'être interviewé par le petit professeur après le départ de son invité. Leonard était furieux. Bruno était certain que Licht rencontrait une autre femme, le qualifiant d'indécent. Il avait l'impression que son temps serait gaspillé par Aine. Cependant, étant donné qu'il était employé par leur père, il se dit qu'il accepterait un entretien. Prenant congé, il accepta son entretien à midi précise. Kai passa alors, récitant Gela encore et encore avant de s'en aller. Ainsi, Aine ne pouvait que sympathiser avec Leonard d'avoir été abandonné par ses frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, il traîna Leonard pour son entretien dans sa chambre, où nous avons appris que Leonard avait 15 ans et avait la réputation d'être le plus beau garçon de l'Ouest continent, lui valant le surnom de le lys blanc du Glonreich. Il ne se vantait jamais de son apparence et était humblé. Gentil avec tous, c'est ce que les recherches de Aine lui ont fait croire. Au lieu de cela, il découvrit que Leonard était en réalité un prince terriblement orgueilleux. Le but de cette interview était d'en apprendre davantage sur le tempérament de Leonard. Un autre objectif de Aine était d'évaluer la capacité académique de Leonard par un test de compétences. Leonard frappa du poing sur la table, déclarant que le simple fait que Aine soit un tuteur le rendait méprisable. Le prince détestait les enseignants tout comme il détestait les carottes et les poivrons. Aine se moqua de lui de manière végétale, apprenant que Leonard était étonnamment enfantin. Leonard a essayé de trouver des excuses, disant qu'il ne pouvait pas gâcher son appétit pour le dîner, et ainsi chaque soir, il se retenait de manger sa chair tortue, son dessert préféré. Une manière de montrer à quel point il était adulte. Aine a remarqué avec peu d'enthousiasme que l'action était magnifique. Puis, Leonard est tombé, chantant le nom de son dessert préféré encore et encore. Le manquant. Aine a continué à s'interroger sur la raison pour laquelle Leonard avait une aversion pour les tuteurs, et nous apprenons qu'il avait l'impression qu'aucun enseignant ne s'était jamais vraiment intéressé à lui, qu'ils étaient toujours trop occupés à prêter attention à l'humeur de son père. Il détestait aussi étudier, et puisque les enseignants l'obligeaient à étudier, il les considérait comme ses ennemis. Lorsqu'Aine demanda quel type de leçons les tuteurs précédents avaient donné, Leonard répondit franchement qu'il avait toujours fui leurs leçons, parfois à pleine vitesse, d'autres fois à cheval. Cela lui avait donné de l'habileté et de l'endurance, assez pour lui valoir une armoire pleine de trophées pour ses démonstrations de prouesse physique. Maintenant, Aine s'inquiétait que s'il lui demandait à Leonard de passer son test, il puisse s'enfuir tout simplement. Même le mot étude faisait presque bondir Leonard par réflexe. Aine tenta de présenter un quiz surprise, mais se trouva face à Leonard qui essayait de fuir, mais a été bloqué par le petit tuteur rapide. Aine assura à Leonard que le test ne couvrait que des problèmes de base en langue et en mathématiques, mais l'idée de passer un test rendait le prince visiblement perturbé. Leonard essaya alors d'aller vers la fenêtre, mais se retourna en réalisant qu'Aine avait pris le journal qu'il avait laissé tomber, roulant sous le canapé pour le lire. Aine lut des extraits incroyablement négatifs de Leonard, se sentant mal de ne pas avoir dit merci à la servante qui lui avait servi du café, pensant des choses comme « Je suis sans espoir, une cause perdue, je ne mérite pas de vivre ». Lorsqu'Aine sortit du canapé en exprimant ce qu'il avait appris, Leonard essaya de minimiser en disant que le journal appartenait en fait à son petit frère. Mais avec Aine qui partait pour le rendre à Licht, Leonard l'a arrêté, toujours appréhensif à l'idée de passer le test. Alors, Aine a commencé à lire son journal à haute voix jusqu'à ce que le prince cède. À contre-cœur, Leonard a passé le test, gémissant et se plaignant tout au long. Lorsque le prince s'est sérieusement concentré, Aine a lu une page particulière qui détaillait l'estime de soi de Leonard. Le prince croyait qu'il n'était pas bon pour socialiser et tendait à fuir ses leçons et les choses qu'il n'aimait pas. Cependant, il désirait corriger cette partie de lui-même petit et devenir un homme magnifique comme Bruno un jour. Aine aurait pu imaginer que le prince fier comme l'Everest puisse avoir un côté sensible, et maintenant, il le perçoit comme un enfant effrayé.
profondément, avec une surdimensionnée arrogance pour cacher sa fragilité. Aine savait cependant qu'on ne peut pas grandir si on redoute constamment d'être blessé. En fuyant la réalité. Après avoir reçu les résultats de l'examen, Aine a dit au prince qu'il se retrouverait à 4 heures pour leur premier cours officiel. Il s'est ensuite rapidement retiré, laissant le prince sensible en état d'émoi émotionnel. Cependant, Aine ignorait que Linard l'avait vu lire son journal tout ce temps. Il pensait que si quelqu'un lisait jamais ça, il se moquerait de lui. Entendant frapper à sa porte, il fut soudainement confronté à son serviteur, qui lui apportait son dessert préféré. Il fut surpris de trouver une note attachée disant « Merci pour votre travail acharné ». Linard était touché par cette aimable appréciation. Aine ne le chouchouterait que pour la journée, et passait maintenant à Bruno, qui croyait n'avoir rien à lui enseigner. Le troisième prince, Bruno, 16 ans. Depuis son jeune âge, il avait été loué comme un génie avec un esprit brillant, possédant un intellect extraordinaire. Il a présenté de nombreux articles, un jeune en plein essor, chercheur dans les domaines de la sociologie et de la philosophie. En entrant dans la chambre de Bruno, Aine remarqua que la collection de livres était immaculée. Étant donné que le dernier test avait été un véritable défi, Aine se demande si Bruno rendra son test plus facile. Et il le fait, terminant un peu trop rapidement. Mais maintenant, il veut tester aussi les capacités d'Aine, pour évaluer le calibre d'un tuteur royal qui n'est pas allé à l'université. Parce que tous leurs tuteurs jusqu'à présent ont été moins intelligents que lui. Il demande à Aine de partir immédiatement s'il ne se montre pas différent. Aine pense d'abord à décliner, jusqu'à ce que Bruno évoque sa petite taille. Et maintenant, il est prêt à y aller. Leur duel serait un jeu d'échecs, Bruno croyant qu'on pouvait voir le niveau d'intelligence, le processus de pensée, et la personnalité de son adversaire à travers ses coups sur l'échiquier. Bruno n'a également jamais perdu. Cependant, il était déçu de se retrouver échec et mat par le nouveau tuteur. Bien qu'Aine veuille paresser, Bruno insista pour un autre test. Ils se sont attaqués à l'arithmétique mentale, où Aine a montré qu'il était de plusieurs niveaux au-dessus. Connaissance de la musique, où Aine a démontré sa capacité à jouer plusieurs instruments à la fois. Un jeu de chance, où Aine a immédiatement tiré une quinte flush royale. Mais même avec tout cela, Bruno était certain qu'Aine ne pourrait pas passer un test personnel, qu'il avait créé, consistant en mathématiques, chimie, histoire, géographie, et plus encore. De plus, il était rédigé dans 5 langues aléatoires. Mais tout à coup, Aine avait terminé le test, sans faute. Même en trouvant une faute d'orthographe que Bruno avait faite à la question 57, Bruno tomba à genoux, comprenait maintenant qu'il n'avait aucun espoir de surpasser Aine. Depuis son jeune âge, Bruno était très compétitif. Académique, culture, même musique. Il s'est jeté dessus. Mais maintenant, il se sentait sans rien à montrer en ce moment même. Apercevant l'un des papiers de Bruno, Aine décida de le lire. Applaudit l'accent mis par le prince sur certaines idées. Il loua son intelligence au niveau d'un savant, pas seulement d'un royal. Mais il souligna encore une faiblesse dans l'écriture de Bruno, qui pourrait fausser quelque chose qu'il voulait dire. Bruno était ébahi. Il ne pouvait pas croire qu'il y avait quelqu'un qui comprenait si bien son écriture. Il devint euphorique, appelant bruyamment Aine son maître. Il devait se ressaisir et maintenant s'incliner, offrant à Aine le respect de quelqu'un le plus digne de sa vie. Il a admis une défaite absolue et attendait maintenant avec impatience les conseils de Aine. Quelque chose que le tuteur n'était pas si enthousiaste à propos. Licht est alors entré en trombe, exprimant maintenant que c'était son tour pour une interview. Kidnappant le petit professeur et s'enfuyant avec lui. Licht était le 5e prince à 14 ans. Il avait des traits séduisants, une personnalité joyeuse. Et une profonde intimité avec des royaux d'autres nations. Il visitait souvent la ville en secret et était populaire auprès des gens, en particulier des femmes. Et avec Licht qui appelait ses femmes, Bruno se retrouva entouré de filles qui le trouvaient juste mignon. En se calmant, Aine demanda qui étaient ces femmes. Et avec Licht qui les appelait ses amis, les filles gémirent. Et se plaignirent, voulant être plus que cela pour lui. Il les serra alors contre lui, les appelant ses amies spéciales. Et elles adoraient ça, décidant de le choyer encore plus. Elles firent sortir les filles de la pièce, afin que les deux puissent parler seuls. Licht était particulièrement curieux, étant fixé sur le fait qu'Aine était un adulte à part entière. Il se demandait si le tuteur était pleinement développé. Une curiosité qui poussa Aine à le frapper. Après que Licht eut rapidement terminé le test, Aine était impatient de partir. Cependant, Licht voulait vraiment en savoir plus sur son tuteur. Les autres tuteurs royaux étaient des gens célèbres avec des titres comme professeur machin.
Cependant, il n'avait jamais entendu parler de Aine, alors comment avait-il obtenu ce poste? Aine remarqua un regard perçant du prince, qui s'illuminait rapidement dès que les filles revinrent. En prenant congé, Aine était certain de ne pas pouvoir sous-estimer le plus jeune prince. Il arriva alors dans la chambre de Kai, le deuxième prince âgé de 17 ans. Le prince Kai apparaissait rarement en public. Après un épisode violent à l'académie militaire, il a été suspendu et était célèbre pour son tempérament colérique. En remarquant que Kai ne répondait pas à la porte, il a demandé plus d'informations sur le prince à un serviteur qui passait et a appris que Kai était craint par beaucoup. Mais avec le temps qui approchait de plus en plus de son rendez-vous de 16 heures, pour la première leçon, il devait trouver Kai rapidement. En se dirigeant, son dossier a été soudainement volé par un chien du palais, qui l'a conduit vers le deuxième prince endormi. Il a pensé à comment Kai lui avait dit de se débrouiller lors de leur première rencontre, et considérait le prince comme hostile. Kai se réveilla soudainement et attrapa la main de Aine, remarquant sa douceur. Une erreur car il voulait attraper le chien. Kai commença alors à se référer à Aine comme son enseignant, immédiatement, et exprima qu'il aimait cet endroit avec peu de mots. Nous avons ensuite appris que les gens supposent qu'il les fixe du regard à cause de ses yeux naturellement perçants, et il ne les corrige jamais car il n'est pas doué pour parler. Il sentit à nouveau les mains de Aine, remarquant son amour pour les choses douces, comparativement à son chien Shadow. Il passa le test de Aine sans résistance, puis exprime qu'il espère s'entendre avec Aine, ce qu'il voulait en fait dire lors de leur première interaction. Kai n'était pas du tout hostile. Une jeune fille est alors apparue, réprimandant son chien Shadow, lui disant de ne pas s'enfuir. Elle courut vers son grand frère, se présentant comme la princesse Adela. Kai a dit à elle et au chien qu'ils étaient bons, et nous voyons que le deuxième prince avait en fait un regard doux. Alors qu'Adela et Shadow prenaient leur congé, Kai parla sincèrement, disant à Aine qu'il l'aimait parce qu'il était le premier professeur qui lui avait parlé. Après avoir reçu le test de Kai, Aine a arraché les informations qu'il avait collectées dans son dossier, croyant que la leçon qu'il avait apprise aujourd'hui était que les informations de seconde main étaient peu fiables. Au lieu de juger les autres sur la base de rumeurs et d'articles de potins, il comprenait maintenant qu'il devait regarder et ressentir par lui-même. Il voulait repartir de zéro avec ses élèves. Aine avait terminé de corriger chacun des tests des garçons 10 minutes avant leur rendez-vous. Assis sur la balançoire, Linerd supposait qu'Aine abandonnerait une fois que lui et ses frères l'ignoraient, tout comme les autres. Bruno est alors venu, disant à Linerd qu'il devait être à leur leçon en attendant. Maître, car c'était la chose polie à faire. Linerd était confus, entendant qu'Aine était ce maître. Mais c'est là que Bruno a exprimé son admiration pour Aine, en se qualifiant de fou et en disant qu'il avait tort. Linerd a refusé d'accepter le précepteur royal et s'est simplement enfui. Bruno est alors entré en trompe dans la salle de réunion, s'excusant auprès de Aine d'être en retard, bien qu'il soit en réalité encore à 3 minutes de 4 heures. Cependant, il était toujours désolé car il voulait être au moins 10 minutes en avance pour sa première leçon. Licht est ensuite entré, appelant affectueusement son précepteur Aine, chéri. Bruno n'a pas apprécié que son frère soit si joueur et familier avec son maître. Mais bien sûr, Licht s'en moquait. Aine n'avait pas d'objection à ce que les garçons lui parlent de manière décontractée. Cependant, il voulait vraiment que Licht cesse de le toucher. Alors que les deux frères commençaient à se disputer, Bruno soulignant l'inconvenance de Licht, et Licht affirmant que Bruno était trop rigide, Kai est entré en bousculant tout le monde, lui donnant un regard involontairement féroce tout en leur disant qu'ils étaient de bons garçons. Les frères plus jeunes ont présenté leurs excuses et c'est là que nous apprenons que Kai est généralement le médiateur entre eux. Kai aimait ses frères et sœurs et voulait qu'ils s'entendent tous. La cloche de 16 heures a sonné et sans signe de Linerd, Aine a pensé à annuler la leçon. Bruno a refusé de laisser les choses se terminer ainsi et a couru trouver son jeune frère, seulement pour voir qu'il était assis devant la porte. Linerd était embarrassé, disant à Aine de ne pas mal comprendre. Il était là uniquement pour voir l'air de défaite sur son visage. Mais maintenant, il était stupéfait de voir que le reste de ses frères semblait si complice avec le professeur. Il a traité Kai et Licht de traîtres. Mais cela n'avait pas d'importance puisque Licht et Kai avaient pris goût à Aine. Pour Licht, c'était le fait que ses amis aimaient aussi le tuteur. Et pour Kai, c'était le fait que Aine était petit, mignon et doux. Linerd a essayé de faire sa stratégie habituelle de fuir, mais Licht l'a attrapé, disant à son frère que puisqu'ils avaient tous passé des tests de compétences, ils devraient au moins rester pour entendre leurs notes. Bien que Linerd veuille toujours partir, le prince Bruno a obtenu un score parfait de 100. Comme prévu. Kai a obtenu 87, ce qui est encore très élevé. Licht a obtenu 60, le considérant comme mauvais dans les bases.
Et enfin, le prince Linerd a obtenu un point. Bruno n'en revenait pas. En voyant le test de Linerd, il n'en croyait pas ses yeux que Linerd ait répondu à chaque question faux, et n'ait reçu qu'un point par pitié en écrivant son nom correctement. Licht s'amusait comme un fou, au point que Bruno devait se couvrir la bouche. Kai rassura le frère Boudeur, qualifiant Linerd de bon garçon et de grand athlète. Linerd commença à se sentir mieux dans sa peau, jusqu'à ce que Heine fasse remarquer que le score était toujours horrible. Cela blessa les sentiments de Linerd, alors il s'enfuit à toute vitesse. Heine s'enquit alors de la façon dont Linerd était devenu si réticent à étudier. Bruno expliqua donc que le premier tuteur royal de Linerd était extrêmement strict. Il forçait Linerd à étudier au point qu'il en pleurait, et lui criait dessus pour ne pas pouvoir répondre à des questions simples, et dit à Linerd que la raison pour laquelle il devait étudier autant, c'est que contrairement à ses autres frères et sœurs, il était un imbécile. Comme l'étude était toujours plus difficile pour Linerd, le tuteur l'a désigné. Cela a blessé le cœur du garçon. Après cela, il a commencé à haïr instinctivement tous les enseignants et à les voir comme des ennemis, s'enfuyant quand il le pouvait. Entendant cela, Heine était déterminé à enseigner à Linerd que la tâche d'un enseignant était de ne pas blesser le cœur d'un élève, mais de cultiver l'espoir. Heine a pris position en tant que tuteur royal de Linerd, déterminé à lui apprendre que les enseignants n'étaient pas l'ennemi. En ouvrant la troisième fenêtre, il sauta directement, à la grande surprise de tout le monde. Linerd se déplaçait toujours pour oublier les mauvaises choses. En regardant en arrière, aucun des autres tuteurs n'avait jamais pu le rattraper, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Heine le suive sur un destrier noir. Heine s'excusa pour sa technique inappropriée, mais il était, bien sûr, si petit que ses pieds n'atteignaient pas les étriers. Il sauta alors de son cheval, plaquant Linerd dans les buissons. Ses intentions étaient de corriger les malentendus de Linerd le plus rapidement possible. Linerd était juste choqué qu'Heine l'ait rattrapé. Personne ne l'avait jamais rattrapé auparavant. Il voulait savoir quel type de formation avait ce nouveau tuteur. Cependant, Heine était tenu au secret concernant ses origines. Mais il révélerait que la raison pour laquelle il avait pu rattraper Linerd était qu'il était différent de tous les tuteurs qui l'avaient précédé. Il n'avait pas l'intention de blâmer Linerd pour ses mauvaises notes. Et a souligné que c'était son travail d'aider Linerd à s'améliorer. Les manières, les arts martiaux, et ainsi de suite. Tous les types de sujets divers seraient abordés. Le prince Bruno aurait des leçons de sociologie et de philosophie. Licht étudierait les relations sociales et l'anthropologie. Chacun de leurs études compléterait leurs caractéristiques individuelles. Pour développer leur talent unique en préparation au trône, il reconnaissait les nombreux talents de Linerd en écriture, chasse, athlétisme, et le fait qu'il avait également une bonne conscience de ses propres faiblesses. Ceux qui connaissaient leurs propres faiblesses pouvaient devenir des personnes courageuses, qui étaient gentilles et sensibles à la douleur des autres. Ce que Heine voulait lui dire plus tôt, c'était de ne pas se décourager par l'épreuve d'aujourd'hui. Mais Linerd s'était déjà éloigné avant qu'il puisse. Il n'avait pas besoin que Linerd l'accepte tout de suite, mais si Linerd voulait arrêter de courir et de grandir, il devait simplement prendre sa main petit à petit. Alors, Linerd fit exactement cela, déconcerté et embarrassé. Il prit la main de Heine avec juste une petite pincée. Heine comprit et accepta cette forme de reconnaissance. Maintenant que le soleil se couchait, les deux devaient rentrer. Cependant, ils étaient à des heures du palais sans leurs chevaux. Après que le feu de camp a été allumé, Linerd commença à geindre à propos de comment il devait dormir dehors malgré être un prince. Il se plaignit toute la nuit, tandis qu'Heine s'en sortait comme si de rien n'était. Ils rentrèrent avant le matin grâce à l'intervention des gardes. Heine fut conduit à sa chambre, qu'il trouva fort splendide. Allongé, il réalisa qu'il ne pouvait pas dormir. Le lit était trop grand pour qu'il puisse se détendre, et il finit par rouler accidentellement dans une fissure entre le lit et le mur. Incapable de se libérer, il ne put pas fermer l'œil, mais il savait qu'il devait s'adapter rapidement à la vie au palais. En côtoyant tous les princes au quotidien, il réalisa qu'il avait du travail devant lui. Un autre jour, Heine ouvrit la fenêtre car leur leçon serait une sortie dans la capitale, Vinay, pour découvrir la vie des citoyens ordinaires. Ce voyage n'était pas pour leur amusement, mais plutôt une autre leçon pour les préparer au trône. Chaque prince avait ses réserves à l'idée de se promener dans la ville, étant donné qu'ils n'avaient jamais quitté leur carrosse, sauf Licht, qui est allé dans des cafés, des boutiques de couturières et des clubs de cabaret. C'est pourquoi Bruno l'a réprimandé. Linerd n'était pas intéressé, demandant pourquoi un royal aurait jamais besoin de connaître la vie des roturiers. Heine pouvait comprendre le raisonnement de Linerd, mais il a ensuite évoqué comment, il y a 200 ans dans l'histoire des royaumes de Glansreich, la princesse Marie a épousé un membre de la famille royale de Fonson. Ignorante de la pauvreté des masses, elle a vécu une vie de luxe.
Furieuse de ses excès, le peuple s'est révolté et l'a envoyé à la guillotine. Maintenant, voyant la fin de son ancêtre dans l'histoire, Linerd a décidé de participer au voyage scolaire pour éviter que sa tête ne soit tranchée. Et donc, Aine a demandé à la princesse d'être prête pour le départ à 10 heures. Il devait être discret, portant des vêtements qui ne révéleraient pas leur identité. Licht est arrivé en premier, habitué au déguisement après avoir visité si souvent. Il a également habillé le reste de ses frères et sœurs, tout en accentuant leur allure élégante. Bruno était un peu incertain au départ, pensant qu'ils devaient cacher leur visage. Cependant, Licht croyait qu'ils auraient été trop conspicueux avec des masques semblables à des masques dangereux. Ils firent leur premier arrêt, témoignant de l'agitation de la ville. Étant plus habitué à la ville, Licht pensa prendre les devants. Pour réaliser qu'il était totalement perdu, ayant généralement été guidé par ses compagnes. Ainsi, Aine prit les devants, présentant le Ring Road, qui était la route principale de la ville. Il était célèbre pour avoir l'opéra et la mairie comme principales institutions publiques construites autour. Licht se demandait pourquoi c'était si bondé, et Aine lui expliqua que Vinay était une ville cosmopolite avec une population de 1,3 million d'habitants. Donc, il valait mieux qu'ils restent ensemble et ne se séparent pas. Tandis que Linerd redoutait toujours d'être condamné à la guillotine. Les garçons se sont séparés pour faire du shopping dans leurs endroits préférés. Mais Linerd n'avait jamais fait de shopping auparavant, alors Aine l'a emmené dans un endroit où il est immédiatement tombé amoureux d'une petite figurine à tête ballon. Aine essaya d'expliquer comment utiliser leur monnaie, ce que Linerd ne comprenait pas. Au lieu de quoi, il a offert toutes les pièces qu'il avait. Linerd était satisfait de lui-même pour avoir acheté quelque chose pour la première fois, depuis que le préposé avait été assez aimable pour prendre le montant approprié d'argent. Après avoir fait ses courses, Licht a traîné Linerd, et voyant Bruno et Kai parler en chuchotement, Aine pouvait dire que les garçons complotaient quelque chose. Il est alors allé vérifier auprès de Bruno, qui dépensait beaucoup d'argent en achetant des livres. La quantité qu'il voulait dépassait largement son budget. Et de plus, ils ne pouvaient pas tous tenir dans la carriole. Donc Bruno devait choisir ceux qui étaient les plus importants. Il s'est contenté d'un, puis a appris que la boutique pouvait garder les livres qu'il voulait pour une autre fois. En arrivant sur la place, ils ont trouvé Kai couvert d'oiseaux. Il s'avère qu'il avait acheté de la nourriture pour oiseaux parce qu'il voulait câliner les pigeons. Aine a essayé et s'est rapidement retrouvé enseveli, les oiseaux l'emportant. Mais Kai l'a sauvé in extremis. Les garçons ont ensuite mangé des hot dogs, que Bruno et Linerd avaient du mal à manger. Étant de la royauté, tandis que Licht et Kai n'avaient pas ce problème. En prenant une pause pour la soirée, un voleur a soudainement volé le sac à main d'une vieille dame. Voir la grand-mère les yeux pleins de larmes a rappelé à Linerd sa propre grand-mère. Il a décidé de courir et de poursuivre le voleur. Mais il n'y avait pas besoin, puisque Kai avait attrapé le voleur pendant que tout le monde parlait. La grand-mère a ensuite offert des bonbons à Kai en récompense, et aux autres garçons aussi. Linerd ne se sentait pas digne. Il était surpris d'entendre, cependant, la grand-mère le remercier pour avoir courageusement défendu un étranger. Cette seule pensée la rendait heureuse. Alors elle l'a récompensé malgré tout. Linerd était reconnaissant d'être venu ce jour-là et de ses interactions avec les gens. En rentrant le soir, ils ont vu les magnifiques lumières de la ville en conduisant. À cela, Aine a interrogé les garçons, demandant à chacun ce qui avait le plus attiré leur attention. Bruno a dit les livres magnifiques. Linerd a dit tous les magasins. Kai a dit des choses mignonnes, et Licht a dit les délicieuses saucisses chaudes. En entendant cela, Aine leur a dit qu'ils avaient manqué la leçon. Ce qu'ils ont vu le plus c'était les gens vivant en ville dans chacun de leurs sourires. Linerd a objecté, évoquant le méchant. Cependant, Aine croyait que la rapidité d'intervention des policiers laissait une impression plus forte. Le pouvoir de résoudre les problèmes rapidement et de maintenir la sécurité publique. Une ville prospère et énergique pleine de gens souriants. C'étaient des vues qui n'auraient pas été vues il y a des années. 1,3 million vivaient dans la ville, avec 1,3 million de points de vue différents. Personnalités et moyens de subsistance. Il serait naturel qu'il y ait de nombreux problèmes sociaux avec une si grande population. Mais c'était leur père, le roi Victor, qui travaillait dur pour apporter des sourires à cette ville et au royaume. Aine voulait faire comprendre que le travail acharné de leur père se trouvait dans chacune des lumières scintillantes de la ville. Il voulait qu'il vise à être un roi qui pourrait rendre l'histoire du royaume encore plus brillante. Avec le moral augmenté, Bruno voulait réviser son écriture pour améliorer la nation. Licht voulait que les jeunes dames portent des maillots de bain. Kai voulait un royaume où tout le monde se sente en sécurité. Et Linerd voulait tabasser tous les méchants pour garder le royaume souriant. Les frères ont ri de joie devant la pensée simpliste de Linerd. De retour à la maison, Linerd est allé chercher Aine pour une petite promenade, montant et descendant les escaliers. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la pièce que ses frères avaient préparée, où Aine admirait le dîner somptueux organisé.
Et tout le monde l'a officiellement accueilli au palais de Weisberg. Les frères avaient tous préparé un plat pour leur professeur. Malgré son aspect peu appétissant, Heine l'a trouvé délicieux et il s'est senti honoré qu'il l'accueille. Ils lui ont ensuite offert chacun leur cadeau. Et même si ce n'était pas les meilleurs choix, il était quand même ravi. Cette nuit-là, il est resté au lit avec tous ses cadeaux, où ses sentiments agités se sont enfin apaisés grâce à cet accueil chaleureux. Le roi de Glonreich, Victor, est monté sur le trône à 18 ans, devenant ainsi le plus jeune roi de l'histoire de leur pays. Ses talents stratégiques extraordinaires ont rapidement transformé l'armée en la force la plus puissante du continent occidental, lui valant le surnom de dieu de la guerre. Un matin, après avoir été informé que le roi revenait après 6 mois d'absence, Heine a trouvé les frères déprimés et boudeurs, sauf Kai, qui était purement heureux de revoir son père. Son cœur pour l'amour et la paix était à l'échelle de la galaxie. Heine n'était pas surpris par leur réaction, étant donné que la relation entre un roi et ses successeurs doit être différente des relations père-fils ordinaires. En entrant dans sa chambre, ils se sont retrouvés face à face avec le distant roi, les fils et Heine le saluant comme votre majesté. Cela a réellement mis des larmes aux yeux du roi. Il s'avère que, quand il s'agissait de ses enfants bien-aimés, ils n'étaient pas si distants que ça, et cela se produisait chaque fois qu'ils le voyaient. Les garçons étaient si embarrassés que leur professeur devait le voir comme ça. Même le dieu de la guerre était un père ordinaire pour ses enfants. Victor était reconnaissant pour le travail de Heine avec ses fils, et pour la façon dont il s'entendait avec lui. Heine a ensuite expliqué qu'il s'agissait effectivement de leur première rencontre, étant donné qu'ils n'avaient échangé qu'un certain nombre de lettres. Passant aux affaires, Victor a annoncé qu'à partir de dorénavant, il ne leur parlerait qu'en tant que roi. Il lut ensuite à voix haute les rapports que Heine avait rédigés sur ses fils. Commençant par Bruno, Heine avait reconnu ses notes parfaites. Mais il devait penser de manière plus flexible pour devenir un excellent leader. Kai devait travailler sur ses compétences en communication et sur la manière de transmettre ses émotions. Licht avait obtenu un 60, probablement parce qu'il considérait le test comme une corvée et s'était laissé aller, une habitude que son père devait lui faire abandonner. Et il ne tolérerait pas l'attitude fantaisiste de son fils. Victor était le plus choqué concernant Linard. Étant donné son score d'1 point, son regard devint sérieux alors qu'il disait à Linard qu'il à ce rythme, il ne sera jamais prêt pour le trône. Donc, Linard a été ordonné de repasser le test dans 3 jours. Et s'il n'égale pas au moins le score de Licht de 60, il sera dépouillé de son droit au trône. Le roi a demandé à Heine de donner une attention égale aux garçons. Mais pendant les 3 prochains jours, il ferait une exception. Il a demandé à Heine de donner des leçons supplémentaires le soir à son fils en échec. C'est tout ce qu'il pouvait discuter pour l'instant, alors il a dit au revoir à ses chers fils pendant que Linard était encore bouleversé. Parce que vous n'avez pas aimé cette vidéo ni vous êtes abonné à la chaîne, appuyez-y, cliquez-y, touchez-y. Pourquoi? Eh bien, ici dans mon hebdomadaire Shoujo, j'ai plein d'histoires intéressantes pour vous sur l'anime et le genre Shoujo. Je diffuse également en direct chaque semaine où vous pouvez discuter avec moi pendant que nous jouons au dernier jeu intéressant. Alors venez, abonnez-vous, je serai votre gars. Regardez Linard produire des journaux réfléchis sur sa propre incapacité à un rythme énorme. Heine a réfléchi à leurs prochaines étapes. Il était impressionné par Victor car lorsqu'il parlait en tant que roi, il avait une telle présence. Il était impitoyablement sévère, même avec ses fils qu'il aimait profondément. Linard n'était pas contrarié à l'idée de perdre son droit au trône cependant. Pour lui, c'était juste douloureux que son père ne soit pas heureux avec lui. Il se sentait misérable. Il ne savait pas que de mauvaises notes pouvaient être aussi frustrantes. Mais avec Heine soulignant objectivement que Linard avait éloigné tous les tuteurs précédents, il était clair qu'il n'avait que lui-même à blâmer. Quoi qu'il en soit, Heine a rappelé à Linard qu'il devait se relever. C'était vraiment fini seulement quand il ne serait plus frustré. Les frères ont également soutenu Linard, ne voulant pas qu'il perde courage. Ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Bruno a ensuite évoqué que le meilleur moyen d'aider le niveau académique de Linard était d'obtenir une évaluation précise, mais il a ensuite perdu cela, découvrant que Linard pensait que 1 + 1 était 3. Heine a réitéré que les mathématiques représentaient une grande partie du test de compétences. Il serait donc difficile pour Linard de réussir sans cela. Les frères ont essayé de redemander à Linard ce que faisait 1 + 1, lui disant d'utiliser toute sa capacité cérébrale, pour entendre maintenant la réponse 11. Heine a corrigé cela en disant à Linard de compter sur ses doigts, et avec ça, il a au moins pu donner la bonne réponse. Mais en demandant 3 + 4, Linard a manqué de doigts sur une main et n'a même pas envisagé d'utiliser l'autre. Les frères ont alors chacun essayé de proposer des moyens pour que Linard puisse apprendre. Sachant que Linard était athlétique,
Kai a suggéré qu'il court tout en résolvant des problèmes, mais cela ressemblait plus à une punition. Lix a ensuite exprimé qu'il pouvait résoudre des problèmes mieux en utilisant des choses qu'il aimait, comme le décolleté d'une belle dame, et a donc suggéré à Bruno de lui enseigner. En considérant que Linerd l'admirait particulièrement, Bruno était réticent au début, mais en entendant le maître lui dire que cela semblait être une bonne idée, il a promis de ne pas décevoir Aine. Bien qu'il prenne des leçons avec Bruno, tout ce à quoi Linerd pouvait penser, c'était à quel parfait son grand frère était. Il commença à courir en geignant sur le fait que Bruno était tellement incroyable, l'arithmétique n'était pas du tout dans sa tête. Échouant avec ses méthodes jusqu'à présent, Aine envisagea d'utiliser la pâtisserie préférée de Linerd, la Saa Torta. Aine la sortit et demanda à Linerd s'ils prenaient chacun une des 6 parts. Combien il resterait de parts? Linerd répondit facilement qu'il resterait une part. L'évaluation d'Aine de cette interaction entière était que l'anxiété de Linerd face à l'étude le plongea dans la panique. S'il s'habitue lentement à étudier, il s'améliorera. Les cours particuliers se poursuivirent, Linerd apprenant les mathématiques par son dessert préféré et d'autres sujets variés du test de compétences. Il était tellement ravi de voir son plus haut score simulé jamais atteint à 15 points, mais commença à paniquer, se souvenant que son examen était demain, et qu'il était encore assez loin de marquer 60 points. Linerd voulait abandonner, il croyait que son père allait l'abandonner le lendemain. Il détestait étudier, il avait perdu espoir, mais c'est alors que Aine lui dit que la vraie leçon allait commencer. Maintenant que Linerd savait combien il ne savait pas, il pouvait vraiment commencer à apprendre. On ne pouvait pas grandir avec un test avec des notes parfaites. Mais avec son score de 15, il pouvait grandir de 85 autres. En pensant de cette manière, de mauvaises notes pouvaient sembler excitantes. Après une nuit de sommeil et des révisions de dernière minute le matin, les deux se dirigèrent vers la salle d'examen dans le bureau du roi Victor. Après avoir terminé son examen, Linerd remit son papier à Aine pour correction, où il obtint 59 points. Les frères étaient excités et fiers jusqu'à ce que Linerd apprenne que c'était toujours moins que les 60 nécessaires. Sauf que le roi a souligné l'erreur de Aine. En ne comptant pas Linerd qui écrivait son nom comme un point. Juste à temps, mais avec joie, Linerd a réussi. Linerd détestait les enseignants, mais il n'a pas détesté Aine. Il n'aurait pas pu améliorer ses notes et ses compétences sans l'aide de Aine. Le roi a fait avancer son fils vers le précepteur. Ainsi, il pouvait demander poliment à continuer ses enseignements. À quoi Aine a accepté en retour, de la même manière que Linerd l'avait fait pour lui précédemment. Plaisanterie mise à part, étant éducateur, Aine réfléchissait jour et nuit aux avenirs de ses élèves. Linerd était en colère à cause de la réaction froide d'Aine, mais c'était toute une banteur que les autres frères et le roi appréciaient. Cette nuit-là, Aine rencontra le roi Victor en privé, lui offrant son vin préféré. Le roi l'a surnommé un enfant de manière taquine. Une blague qui était un peu répétitive pour Aine. Cependant, le roi leur a dit de passer outre, car Aine avait menti sur le fait qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Les deux ont trinqué comme ils le faisaient autrefois, discutant de la bonne décision que Victor avait prise de pousser Linerd à étudier. La condition pour qu'Aine accepte le poste était que son passé ne soit jamais révélé. Un secret que le roi était plus que disposé à maintenir. Dans sa chambre, un jeune Lick était en position fétale, blessé, pensant que son père se souciait plus de son travail et n'avait jamais pris le temps de le visiter. Flânant dans la ville après avoir acheté des livres ou du matériel d'enseignement, Aine est tombé sur un café intéressant, où en entrant, il a appris que le prince Lick travaillait secrètement là-bas. Mais en s'asseyant, Aine a appris que le serveur n'était en fait pas Lick. Comme le serveur a assuré au tuteur, il était un simple citoyen. Après avoir pris la commande d'Aine, cependant, le cœur de Lick a commencé à battre fort à l'arrière, pensant que son secret avait presque été découvert. S'il révélait son emploi à temps partiel en ville, il croyait que ses frères ne le verraient plus comme léger et enjoué, et se moqueraient de lui pour être ennuyeux et sérieux. Ou que se passerait-il si son père le découvrait? Il s'imaginait être renié et expulsé du palais. Il se calma. Tout allait bien. Tant que son professeur ne le découvrait pas, personne d'autre ne le saurait. Il devait juste agir, pas comme lui-même. Mais, avec la même bande de filles criant pour leur bien-aimé, Beau Richard. Et lui cherchant à leur donner beaucoup d'attention, Aine devenait seulement plus suspicieux du prince déguisé. Lick a essayé de faire servir Aine par quelqu'un d'autre, mais le propriétaire l'a réprimandé sur l'étiquette d'un serveur professionnel prenant soin de sa section, de la commande au paiement. Avec sa demande rejetée, il espérait que Aine partirait simplement après son repas. Mais voyant que le professeur commençait à lire pendant son repas, Lick perdait la tête.
Supposant que Aine serait là pour un bon moment, tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de rester aussi loin que possible et d'essayer de ne pas se faire remarquer. Cependant, deux personnes se battant à la table de billard ont fait tomber le porte-manteau vers un client, ce qui a amené Lick à la sauver. Et il a demandé avec flirt s'il allait bien. Voyant que les deux joueurs de billard se disputaient toujours, Lick a montré son impressionnante maîtrise, empochant toutes les billes en un seul coup, mettant fin à leur dispute puisqu'il était le véritable gagnant. Et récoltant les applaudissements de tout le monde, il n'a définitivement pas fait un bon travail pour rester discret. Aine est alors venu vers lui, demandant son addition tout en louant Lick pour avoir géré les problèmes en préservant l'atmosphère du café. Lick était soulagé, pensant avoir trompé son tuteur, seulement pour trouver une note que Aine avait laissée dans son manteau, disant au prince de le voir dans sa chambre une fois qu'il serait rentré chez lui. Le jeu était fait. Un homme passa alors près de lui, disant à Lick qu'il était ici pour le ramener chez lui, et que son père l'attendait. De retour au palais, Aine réfléchissait à ce qu'il fallait faire concernant la situation de Lick. Savoir qu'il travaillait secrètement en ville pouvait mettre en péril la position de son prince. Cependant, il fut surpris de voir Lick sortir une voiture avec un homme mystérieux aux cheveux blancs. En entrant dans la chambre de Victor, Aine expliqua qu'il avait l'intention de discuter du secret de Lick avec lui aujourd'hui, mais le roi avait déjà tout entendu de cet homme aux cheveux blancs. Le comte Ernst Rosenberg. Le roi était déçu par son fils, mais avant qu'il puisse continuer, Aine intervint. Il affirmait que Lick était assez sérieux pendant qu'il travaillait et pensait que les pensées du prince devaient être prises en compte ici. Ainsi, le père permit à Lick de s'expliquer. Lick expliqua qu'au départ, son temps en ville était un jeu. Les dames parlaient de serveurs séduisants et il pensait pouvoir le faire aussi. Mais quand il a essayé, il a d'abord échoué. Mais tout le monde lui a enseigné si patiemment et grâce à eux, il a appris le métier et s'y est vraiment intéressé. Il ne voulait pas abandonner. Cela valait la peine. Il se fichait de ce que les autres disaient. Cependant, le roi, bien sûr, ne pouvait pas accepter cela. Tandis que dans les halls nobles et exclusifs, Lick avait la garantie d'un minimum de sécurité. Mais si des poursuivants devaient un jour le trouver dans un endroit où il n'était pas protégé, sa vie serait en danger. Victor voulait que son fils soit plus conscient de sa place en tant que royal. Si Lick venait à être incapacité, cela mettrait en péril la lignée royale. Lick était blessé. Cela lui rappelait son père lorsqu'il était petit et malade, il ne venait jamais le voir. Il croyait que son père se fichait d'un cinquième prince qui ne pourrait jamais devenir roi. Et se demandait pourquoi il était ici maintenant à jouer le bon père et à parler de le protéger. Victor supplia son fils de se calmer pour qu'il puisse parler, mais Lick s'est contenté de courir, en hurlant qu'il en avait fini. Il se retrouva finalement dans la ville, se demandant quoi faire ensuite. En voyant le café, il pensa à vivre une vie simple, dans lequel il gagnait un salaire et séjournait chez des amis. Mais il ne s'attendait pas à ce que son père et son professeur viennent le rencontrer à cheval. Aine a demandé à Lick de revenir paisiblement, mais il a refusé. Alors, Victor a pris les choses en main. Avec le propriétaire qui sortait, Victor s'est présenté comme le père de Richard. Lick pensait que son père allait le faire quitter. Mais, étonnamment, le roi a également demandé un emploi au café, juste pour quelques heures. Il voulait vraiment comprendre le cœur de Lick en travaillant ici lui-même. Aine était secoué, demandant au roi de ne pas être si exigeant car il mettait le propriétaire dans une position délicate. Mais avec le roi lançant un regard triste, le propriétaire accepta le père pour les 5 heures jusqu'à la fermeture, au grand bonheur du roi. Le propriétaire ne pouvait pas refuser un père aimant avec des yeux sincères. Lick pensait qu'il était bien au début, croyant qu'il n'y avait aucune chance que son père puisse travailler au café. Cependant, après avoir exhibé son allure élégante et son uniforme, le roi Victor attira l'attention de tous. Aine essaya d'ignorer cela, disant au roi qu'il ne lui aurait pas montré l'endroit s'il avait su que cela aurait été le résultat. Le plan de Victor était de comprendre Lick des sentiments afin de le persuader de rentrer chez lui. Le propriétaire a dit à Lick d'apprendre les bases à son père, ce qui l'a fait paniquer. Mais il croyait que son père ferait demi-tour dès qu'il prendrait sa première commande. Cependant, avec Victor disant au client, « Votre moindre souhait est mon commandement », son cœur a été volé par le grand et beau roi. Lick était surpris, mais a commencé à raisonner que n'importe qui pouvait prendre une commande. Il était maintenant certain que son père ne pouvait pas établir de rapport et offrir un bon service client. Mais avec un étranger demandant de l'aide, Victor lui a parlé en français parfaitement, donnant aux visiteurs les directions dont il avait besoin pour la gare. Lick a été époustouflé d'apprendre que son père parlait couramment des langues étrangères. Mais il s'est ressaisi, pensant, et alors? Il a juste eu de la chance. Parce qu'avec le sourire parfait de Lick et ses compétences en conversation, tout le monde l'adorait.
Il ne pensait pas que son père pourrait jamais l'égaler. Lik avait tort cependant, entendant un client dire à son père qu'il avait le sourire d'un ange. Puis, discutant avec un client d'un livre que les deux avaient lu, tout le monde pensait que Victor était cool et toutes les dames se jetaient sur lui. Il n'avait fait aucune erreur et est devenu le serveur le plus populaire du café en une seule nuit. Lik a accepté sa défaite. Il n'a jamais su que son père pouvait faire tant de choses. Le père qu'il connaissait était un bourreau de travail qui ne venait jamais le voir quand il était malade. Une nuisance qui devenait collante à chaque fois qu'il le voyait, lui et ses frères et sœurs. Lik s'était toujours dit qu'il ne voulait pas être comme son père en grandissant. Mais il réalisait maintenant qu'il avait tort. En enlevant les panneaux pour la nuit, Victor s'est excusé auprès de son fils de s'être imposé dans le café et pour toute la douleur qu'il lui avait causée. Il aurait souhaité s'être mieux expliqué plus tôt. Ce qu'il voulait dire à Lik, c'était que s'il était gravement blessé en dehors du palais, ou si son travail entraînait un scandale, cela pourrait nuire à sa prétention au trône. Victor s'inquiétait seulement que Lik ne soit pas préparé à cette possibilité. Cela n'avait rien à voir avec sa propre réputation ou la lignée royale. Victor a dit à Lik que de travailler ou de quitter était à sa discrétion. Lik adorait le café. Travailler ici était bien plus amusant pour lui que d'être enfermé dans le palais. Mais il se sentait mal de travailler si cela inquiétait son père. Il réalisait qu'il ne comprenait pas son père à propos de combien le travail de roi doit vraiment être exigeant. Il n'arrivait tout simplement pas à comprendre pourquoi son père ne le voyait pas quand il était malade. Mais à l'insu de Lik, le roi Victor lui rendait visite quand il le pouvait. Son travail pour le royaume était pour ses enfants, qui étaient plus précieux pour lui que tout. Lik pleurait pendant que son père s'excusait, admettant qu'il ne savait pas à quel point son fils avait souffert. Aine observait tout, Victor étant un homme d'intégrité en tant que roi et père. La première personne qu'il pouvait vraiment croire. Il offrit à Lik une solution alternative à quitter le café. Depuis qu'il pouvait accomplir beaucoup de travail à l'intérieur, il a suggéré que Lik travaille les jours où il venait. Et s'il arrivait quelque chose, il pourrait protéger le garçon. Le roi était d'accord, pensant que le travail au café était une bonne addition aux études de Lik. Avec tout bien qui finit bien, Lik a remercié Aine pour toute son aide. Mais même avec un moment de répit, Aine se demandait encore comment le comte savait que Lik travaillait ici. On voit ensuite au-dessus d'eux, le comte Rosenberg avait été observant et était agacé qu'un des candidats au trône ait abandonné, mais c'était bon car il croyait qu'il pourrait trouver de nombreux scandales parmi eux s'il cherchait assez fort. Un matin particulier, Aine présenta au garçon un problème qu'ils devaient chacun résoudre comme s'il était roi. Lik a répondu incorrectement à cause d'un problème que Bruno comprenait. Mais ensuite, Linerd a réussi d'une manière ou d'une autre à résoudre correctement le problème, utilisant toujours son méthode arithmétique impliquant son dessert préféré. Le roi Victor s'est approché d'eux, entendant la solution de Linerd. Il était fier de son fils et pensait à présenter sa solution au conseil. Pour une fois, Linerd recevait beaucoup d'éloges. Des éloges qui ont laissé le prince connu pour son intelligence, Bruno, se sentant un peu inadéquat. Des sentiments qu'il n'avait pas ressentis depuis son enfance. Quand il était petit, il adorait regarder son père travailler. Il se faisait parfois surprendre et se sentait gêné quand son père le remarquait. Mais Victor invitait le jeune Bruno à s'asseoir avec lui un moment. Bruno était émerveillé par le talent de son père. Il voulait être un grand roi tout comme lui. Mais en écoutant les autres nobles parler du prince Heinz, le fils aîné, l'en qualifiant de véritable génie qui étudiait à un niveau de 17 ans à l'âge de 10 ans, étant premier de sa classe à l'académie militaire, et excellent en littérature et les arts militaires, possédait une imagination incroyable, des pouvoirs de persuasion et du charme. Bruno se sentait petit en comparaison. Il sentait qu'il devait étudier davantage, il devait battre Heinz. Il commença à étudier comme si sa vie en dépendait. Les autres commencèrent à le louer, mais l'hypothèse qu'Heinz serait le prochain roi ne changea pas. Bruno ne croyait pas au génie, mais maintenant, il avait des doutes sur le fait que tous ses efforts étaient vains, parce que même s'il rattrapait son génie, frère, on l'appellerait aussi un génie. Et maintenant, peut-être une fois de plus, il était témoin de son frère cadet. Linerd brillait en tant que génie né, tout comme Heinz. Bruno s'était fixé là-dessus pendant si longtemps que Aine dut le sortir de sa torpeur. Il s'excusa alors de manière hystérique d'avoir inquiété son professeur. Les deux discutèrent d'un article que Bruno devait présenter à une conférence universitaire dans 2 semaines. Mais selon l'avis franc de Aine, les conclusions étaient incomplètes. Aine détermina que l'article ne contenait que des réchauffés des articles précédents et un nombre choquant de fautes d'orthographe. Aine pouvait dire que Bruno avait été anxieux ces derniers temps. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être aussi perturbé. Quoi qu'il en soit, Aine a défié Bruno de refaire le papier et de le lui montrer avant de le présenter.
Bruno s'est concentré dans sa chambre, travaillant jour et nuit, jetant feuille après feuille. Il a recherché inlassablement, s'endormant à son bureau, jusqu'au jour où il a rencontré Aine dans un état chaotique. Mais ce n'était pas en vain. Après l'avoir lu, Aine a félicité Bruno pour son excellent travail, et maintenant le garçon était enthousiaste à l'idée de présenter. À l'université, il était quelque peu nerveux à l'idée de monter sur scène. Il se demandait si son frère aîné Aine aurait une confiance inébranlable dans un moment comme celui-ci, et se rappela que si ce n'était pas pour son propre titre de troisième prince, il serait un homme ordinaire né sans rien. C'est pourquoi il sentait qu'il devait déployer 10 fois plus d'efforts que les autres. Sinon il ne deviendrait jamais quelqu'un de spécial assez pour inspirer les autres. En terminant son discours dans un silence complet, pendant un moment, il pensa avoir échoué. Mais en s'éloignant, il fut surpris d'entendre les applaudissements de la foule reconnaissant ses paroles. Il se trouva entouré par une foule par la suite, avec de nombreux érudits lui posant des questions, pour donner une conférence à des étudiants de leur université. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'était de rencontrer son héros, le grand docteur Dimitri, un savant étranger qui avait écrit de nombreux ouvrages dont il s'était inspiré. Le docteur avait entendu parler de Bruno par un de ses connaissances et était venu à l'université rien que pour son discours, louant les concepts venant de lui. Les deux dînèrent ce soir-là, où le docteur continua à louer le prince et lui demanda maintenant de quitter Glansreich pour étudier à l'étranger avec lui. Plus tard ce soir-là, Aine commença à s'inquiéter, remarquant que le prince Bruno rentrait chez lui très tard. Le comte Rosenberg avança alors, présentant lui-même en tant que haut intendant du prince héritier à Inns. Il s'avère qu'il était l'acquaintance du docteur Dimitri. Dans le palais, Bruno continuait à réfléchir aux paroles du médecin. Le médecin avait touché au point faible de Bruno, évoquant le fait qu'il était le troisième prince, et que le premier prince était déjà un génie. Il avait bien plus de chances de devenir un excellent érudit que de jamais devenir roi. Et donc, le médecin lui avait laissé l'adresse de l'endroit où il séjournait, où dans une semaine, Bruno pourrait le rejoindre dans son voyage vers un autre royaume. Bruno était partagé, et maintenant, entendant l'honneur de recevoir à nouveau des éloges pour ses idées présentées, Bruno se sentait encore abattu. Une semaine plus tard, il décida de prendre l'air. Pour apaiser son cœur et mettre les choses en perspective. Aine apparut soudainement, expliquant qu'il promenait Shadow. Où était-ce Shadow qui le promenait? Il pouvait voir que Bruno se sentait abattu et lui demanda de s'ouvrir, comme un moyen de clarifier ses pensées. En entendant Bruno hésiter entre se battre pour son droit au trône ou étudier sous un professeur, Aine répondit nonchalamment qu'il n'y avait pas de problème avec l'un ou l'autre choix. Bruno fut surpris par la réaction de Aine, mais commença à s'ouvrir davantage. Il a admis qu'il avait étudié pour le trône parce qu'il admirait son père, son frère, mais se demandait souvent s'il ne vaudrait pas mieux pour le royaume que son distingué frère aîné devienne le prochain roi. Bruno lui-même avait l'impression de n'être personne de spécial. Il avait toujours gardé des rancunes et était devenu jaloux des autres. Il ne le montrait tout simplement pas. Il croyait qu'il n'était même pas un bon grand frère et qu'il ne méritait pas le respect de Linard. À cela, Aine sortit son pointeur et dit au prince troublé qu'il avait besoin d'une leçon. Il évoqua un hypothétique. Il voulait que Bruno s'imagine sur son lit de mort. Alors que sa conscience vacillait, il pourrait penser « j'aurais aimé faire ça à l'époque ». Mais le temps ne reviendrait pas en arrière. Il a fait comprendre à Bruno qu'il n'avait qu'une seule vie, et qu'elle lui appartenait. Les gens n'avaient pas besoin de raison pour vivre comme bon leur semblait. La seule chose qui comptait était la détermination de chacun. Avec Aine prenant congé après la leçon, Bruno s'est levé pour le remercier. Maintenant, son esprit était clair. Il a rencontré le docteur cette nuit-là, demandant à assister à son université. Pas maintenant, mais en tant qu'ami à l'avenir. Il a présenté des copies de tous les documents qu'il avait écrits jusqu'alors, et les a donnés au docteur à lire s'il avait le temps. Il a invité le docteur à avoir un dialogue avec lui au palais la prochaine fois qu'il viendrait. Le docteur a alors compris la détermination de Bruno à vouloir devenir roi. C'était son rêve depuis son jeune âge. Même s'il ne devient pas roi, c'est son choix. Sa résolution. Il n'était ni son père ni son frère à Inns. Parce qu'il avait eu ses propres échecs. Et avec ses connaissances, il savait qu'il pouvait encore être utile au peuple souffrant du royaume. Avec ses connaissances, il voulait saisir le trône. Avec le travail acharné en lequel il avait toujours cru. Avec le docteur partant heureusement, Aine est apparu, rendant Bruno gêné que son professeur ait tout entendu. Le professeur a ensuite tendu la main, continuant à vouloir former Bruno en un roi digne du trône. Mais ailleurs, ce n'était pas de bonnes nouvelles pour un homme mystérieux qui était insatisfait que Bruno ne cède pas sa place dans le trône. Cet homme voulait maintenant en savoir plus sur le tuteur royal, ordonnant à ses subordonnés de lui fournir un rapport complet sur les origines de Aine.
Passant à une autre soirée, Kai est venu voir Aine pour obtenir des conseils. Mais leur séance est interrompue par Linerd, qui avait fait un cauchemar où il était un poulpe. Puis, Bruno, qui avait besoin d'aide pour résoudre un problème. Et enfin, Licht, qui avait besoin de consulter s'il devait sortir avec une fille plate avec un beau visage, ou une fille voluptueuse avec une poitrine généreuse et un visage moyen, au grand désarroi de Bruno. Cependant, les frères cadets furent surpris d'entendre que Kai avait besoin d'aide. Kai a raconté les paroles de son père sur le besoin d'améliorer la communication et l'expression. Les frères ont plaisanté sur leurs propres défauts et après ce moment comique, Aine est passé à une analyse sérieuse du problème de Prince Kai. Il a souligné la capacité excellente de Kai à communiquer avec sa famille, mais il voulait encore pouvoir parler au personnel du palais, pas seulement à sa famille. Quand il regarde le personnel, il commence simplement à penser qu'il leur lance des regards meurtriers. Pensant qu'il pourrait les effrayer, il ne savait pas quoi dire. Aine a offert ses conseils, et les frères voulaient aider Kai aussi. Mais le lendemain matin, les frères cadets devaient emmener Adela au zoo. Plus tôt, ils l'ont trouvée en train de crier et pleurer, parce que Shadow avait abîmé son tableau préféré. Alors, elle voulait aller au zoo pour faire un nouvel ami animal là-bas. Avec Bruno lui disant que le trajet à pied serait trop long, elle a commencé à pleurer. Et donc, ils ont préparé une calèche pour se rendre immédiatement au zoo national. Kai a suggéré qu'ils y aillent tous ensemble. C'est alors qu'Aine a donné sa première leçon. Il sourit, mais, je ne remarque pas vraiment le sourire d'Aine. Alors Licht est intervenu, disant à son grand frère de l'imiter à la place. Au zoo, Kai a pratiqué son sourire, qui malheureusement n'est pas sorti. Sinistre, effrayant tout le monde. Le groupe a ensuite vu un autruche qui a commencé à faire une danse de parade pour Licht, puis un ours terrifiant qui a mis Adela en larmes. Kai a réussi à calmer sa sœur, lui disant qu'il devrait profiter de la journée et qu'il pourrait nourrir des animaux plus mignons. Aine a observé cela, encore une fois, Kai étant capable de communiquer efficacement avec sa famille. La famille a ensuite passé leur temps à nourrir des lapins, et a soudainement trouvé Kai enseveli dans les moutons. Pour le second prince, c'était le paradis des peluches. Avec eux qui manquaient de nourriture, la prochaine leçon de Aine était de faire en sorte que Kai demande plus. Sa suggestion pour Kai était de ne pas forcer un sourire, mais plutôt d'interagir avec l'agent plus naturellement. Kai était en train de transpirer à grosses gouttes. Ses pas étaient lourds. Il a finalement échoué dans sa mission, mais en entendant sa sœur dire « Aïe », parce qu'un lapin l'a mordu. Il était là pour la consoler, lui rappelant doucement à sa petite sœur que Shadow ne mord jamais. De retour à la maison, Adela se sentait vraiment mal d'avoir été méchante avec son chien. Elle lui avait dit qu'elle ne jouerait plus avec lui et qu'elle se ferait un nouvel ami. Kai la consola encore une fois, lui rappelant que Shadow était son cher ami. Le chien apparut alors et elle lui fit des excuses touchantes. En voyant ce moment, Aine rappela à Kai que c'était son tour de se connecter avec les autres. Tout au long de la journée, le prince commença à aider les autres avec diverses tâches impliquant de ramasser des choses, ce qui se termina d'une manière ou d'une autre par un spectacle où il ramassait des objets incroyablement lourds. Les gardes finirent par charger vers lui, pensant qu'il était un intrus parmi la foule, mais ils durent s'excuser en réalisant que c'était lui. Pourtant, le prince ressentait de la déception face à son incapacité à communiquer correctement et a décidé d'abandonner et d'aller à son endroit préféré habituel pour se détendre. En fermant les yeux, il fut soudainement réveillé par une femme de ménage qui lui mettait une couverture. Elle lui fit remarquer les vents froids de la journée et lui apporta aussi du thé chaud, s'enfuyant après avoir livré. Aine apparut alors pour donner sa dernière leçon de la journée. Il dit à Kai de ne pas abandonner, puisqu'il n'avait pas de problème à comprendre rapidement la complexité du problème de sa sœur. Il devait également adresser les mêmes salutations et remerciements aux serviteurs. Kai s'inquiétait que cela puisse aussi les effrayer. Et bien qu'il y ait des gens qui pourraient avoir peur, Aine croyait qu'il serait inutile d'abandonner à cause de quelques personnes. Plus tard, avec la même servante qui changeait ses draps avec crainte, il la remercia humblement pour toujours changer les draps et lui servir du thé. Cela l'a touchée, et elle l'a apprécié. Le prince était ébloui que ces mots ne l'effraient pas. Il a couru pour raconter à son professeur l'incroyable percée qui s'était produite pour lui, trouvant tous les petits frères en train de jouer avec leur tuteur. Avec une autre leçon réussie, le sourire de Kai a charmé la pièce. Un autre jour, le prince Kai était plus joyeux. Il avait pu parler davantage avec le personnel du palais. Dernièrement, parfois de la météo et d'autres sujets triviaux. Les deux reçoivent alors une convocation du roi, trouvant Bruno attendant dans son bureau également. Le roi explique que leur royaume avait traditionnellement envoyé ses princes à l'école militaire, à partir de l'âge de 15 ans, jusqu'il y a un an. Il a donné un journal contenant le dernier tabloïd qui disait « Le sujet tabou du palais. La vérité derrière l'épisode violent du deuxième prince ».
Il y a plus d'un an, le prince Kai et le prince Bruno ont été inscrits à l'école militaire et ont utilisé leur position de royaux pour régner dessus. Ils n'ont pas assisté aux cours ou aux exercices militaires, et ils ont même menacé les enseignants pour obtenir de bonnes notes. Quiconque osait leur résister était confronté à la violence. Mais l'enfer s'est terminé lorsque l'étudiant R a été découvert avec de graves blessures. Prince Kai a été pris sur le fait, et sa propension à la violence est devenue connue du public. Cependant, l'étendue complète des méfaits du prince restait encore cachée. Prince Kai a été suspendu officiellement pour l'attaque, et Prince Bruno a pris un congé. Pourtant, la victime, l'étudiant R, a été puni par une expulsion. Il souffre toujours sous la pression du pouvoir de l'État. Bruno assura à son maître que les rumeurs n'étaient que des absurdités. Aine avait entendu ces rumeurs avant de venir, mais en rencontrant Kai, il conclut lui-même qu'elles étaient fausses. Bruno souhaitait qu'il puisse simplement écraser cette entreprise de presse. Cependant, son père le réprimanda, rappelant à son fils que leurs citoyens avaient la liberté de penser et d'expression. Kai intervint alors tout en maintenant un regard rempli de remords, admettant qu'il avait effectivement attaqué ce garçon. Mais Bruno a dit à son frère aîné d'arrêter de dire cela, étant donné que Kai l'avait fait pour le protéger. Aine a demandé les détails, et nous avons appris que Kai avait découvert que Bruno avait été durement frappé par son partenaire d'entraînement. Cela s'est produit à nouveau une semaine après le premier incident par le même élève, et plusieurs autres fois jusqu'à ce qu'un jour, Kai remarque que Bruno était en retard pour leur promenade en calèche. L'élève R battait brutalement Bruno en privé, se moquant du prince pour être un royal trop doux. Kai ne laisserait pas passer cela, choisissant de se battre contre l'élève et de le mettre à terre. À cause de l'incident, l'entrée de Linerd et de Lick dans l'école militaire fut reportée, et Bruno est parti aussi. Kai se sentait toujours responsable, mais Bruno savait que le camarade étudiant R, Ralph von Fuchs, haïssait les frères pour être nés dans la royauté, et avait exprimé ses griefs quotidiens et sa rancœur par la violence. Le roi a ensuite ajouté que à l'époque, la police et l'école avaient enquêté, et même confirmé le point de vue de Kai et Bruno. Le roi protégerait la liberté d'expression quoi qu'il arrive, mais voulait également corriger les faits erronés. Il avait déjà envoyé une lettre de protestation une société de journaux et a fait une annonce. Mais tant que cela n'était pas résolu, la princesse devrait simplement faire avec. Rendant le journal, Aine remarqua un deuxième tabloïd intitulé « Le palais tombé ». Un criminel s'était glissé dans le palais, un sujet notable en rapport avec lui-même, que le roi surveillait de près. Dans les couloirs, Kai envisageait de parler lui-même à Ralph, afin de pouvoir corriger les parties de l'article qui n'étaient pas vraies. Bruno était contre cela, mais Kai raisonnait qu'en tant que prince, il devait être prêt à parler avec n'importe qui. Et donc, Aine choisit de servir d'intermédiaire. Bruno les avait fait accompagner par deux gardes, Maximilien et Ludwig, pour leur protection. Le personnel est alors sorti, leur offrant des mots de foi et d'encouragement pour que le prince Kai réussisse. La blonde qui servait a particulièrement reconnu le second prince comme étant une âme douce, et il a souri en entendant ces mots. Mais il a involontairement affiché à nouveau son sourire sinistre. Cela les a effrayés. Au domaine des Fuchs, Aine est allé rencontrer Ralph en premier, afin de s'assurer que leur rencontre se déroulerait sans problème. Ralph a dit que c'était d'accord, donc Aine est allé chercher Kai, où malheureusement, Ludwig a été attaqué par lui-même. Avec les trois arrivant devant la porte de Ralph, il leur a dit que Ludwig était déjà entré. Mais en réalité, il était retenu et bâillonné dans un buisson près d'eux. S'asseyant, Kai s'est renseigné sur les raisons pour lesquelles Ralph avait blessé Bruno en premier lieu. Ralph a expliqué qu'il avait entendu une rumeur selon laquelle les royaux pouvaient faire ce qu'ils voulaient à l'école militaire et ne seraient jamais punis. Et qu'en dépit de leurs vraies notes, ils seraient toujours classés premiers de la classe. Il a vu que Bruno avait toujours des notes excellentes, et que les instructeurs n'étaient jamais en colère contre lui. Et bien qu'il acceptât les capacités de Bruno, les plaintes de Ralph étaient que les frères recevaient une éducation suffisamment bonne pour être au sommet. Ralph et ses amis se plaignaient chaque jour entre eux de la façon dont les enseignants les traitaient plus durement. Il savait qu'il était juste jaloux de Bruno, et maintenant il avait honte de ses sentiments. En repensant aux choses, il s'excusa sincèrement. Ce dont je suis assez sûr, c'est que nous savons tous que ce n'était pas du tout sincère. Aine tendit à Ralph le tabloïd, et en le lisant, il afficha une expression de choc, qualifiant cela de non-scène. Il affirma que le reporter de ce journal avait essayé de venir lui parler, mais qu'il avait refusé et n'avait jamais parlé avec eux. Ralph tendit alors la main à Kai, cherchant à travailler ensemble pour corriger les erreurs des tabloïds, mais à jouer un tour en braquant une arme sur le prince à la place. Ils étaient entourés de voleurs, que Ralph a ordonné de jeter le prince et sa suite dans la cave.
En étant enfermés dans la salle de stockage, Ralph leur a dit avec arrogance qu'ils étaient faciles à tromper, les traitant de fous. Il allait les utiliser comme rançon pour des millions, le budget national entier d'un petit pays, et se moquait à cause de la petite somme que la société de presse lui avait versée pour l'article odieux. Aine s'est demandé comment Ralph expliquerait cela à sa famille une fois qu'ils seraient rentrés chez eux. Mais Ralph était déjà au bout du rouleau. Cette famille avait vociféré et pesté contre lui, le qualifiant de honte et de déshonneur pour le nom des Fuchs. Ils étaient si effrayés par ce que leurs amis nobles pourraient penser qu'ils ont complètement abandonné Ralph. Il leur a demandé de poser pour l'appareil photo, mais ils ne s'attendaient pas à ce que les 3 otages soient aussi capricieux. Ralph a essayé d'obtenir une photo plus sérieuse, mais les 3 continuaient à faire des grimaces moqueuses. Alors, il est revenu aux menaces de nuire. Kai n'a pas été impressionné. Alors, Ralph est passé à Aine, et pour cela, le deuxième prince n'a pas accepté. Il s'est libéré de ses chaînes et est allé frapper Ralph, mais il s'est arrêté en se souvenant qu'il s'était promis de ne plus recourir à la violence. Ralph n'était cependant pas une meilleure personne, il a visé le prince avec son coup, quand Aine l'a intercepté soudainement, attrapant le poignard avec ses chaînes. Pour Aine, un petit jouet comme celui-ci était facile à débloquer avec le temps. D'un seul coup de fouet, le précepteur royal a fait tomber l'arme des mains de Ralph et l'a menotté. Aine avait pitié du garçon. Personne ne pouvait choisir ses parents. Il aurait souhaité que Ralph ait trouvé des enseignants et des amis de confiance à la place de ses parents. Aine s'assurait de ne jamais nuire aux mineurs. Et avec les voyous se dirigeant vers la cave, il leur a dit que les adultes devraient savoir mieux faire. Il était prêt à éduquer les voyous. Il esquiva les coups et jeta les voyous les uns contre les autres. Alors qu'il tirait des balles, il se déplaçait rapidement, évitant les tirs comme une œuvre d'enfant. Il trouvait des ouvertures pour les frapper, tout en protégeant Ralph en même temps. En battant les voyous, Aine avait des souvenirs de quand il avait protégé un jeune roi Victor, laissant les assaillants estropiés et ensanglantés alors. En affrontant le dernier voyou, Aine serra le poignet de l'homme, douloureusement et tira sur le revolver, tirant un coup de semonce à son encontre. Il porta ce qui semblait être un coup fatal, mais le dernier coup était juste rempli d'un jouet de fête qu'il avait glissé dedans. Sachant que Kai faisait de son mieux pour retenir sa main, Aine se sentait également incapable d'aller au-delà de la légitime défense. Avec Ralph emmené vers les autorités, à sa surprise, Kai lui proposa de venir au palais royal. Il lui dit qu'il devrait postuler comme garde du palais une fois qu'il aura payé pour ses crimes. Cela serait le meilleur endroit pour lui de mettre ses études à utiliser, puisqu'il ne pouvait plus entrer dans l'armée. Tout le monde était confus, mais Kai a clarifié qu'il ne pardonnait pas à Ralph. Il pensait que tout le monde avait le droit de recommencer s'il le voulait. En tant que candidat au trône, c'est ainsi qu'il voulait que le royaume soit. Aine a ensuite demandé à Ralph d'où il avait entendu les vilaines rumeurs sur la princesse, à quoi il a répondu, peut-être d'un des amis de ses parents. Alors que le tuteur errait dans les rues un autre jour, le comte Rosenberg l'attendait pour s'enquérir de son passé. Aine a essayé de décliner, disant au comte qu'il était occupé, mais s'est retrouvé à être enlevé de manière ludique dans une carriole. Le comte avait voulu parler à Aine depuis un moment. Maintenant qu'il avait entendu parler de lui par son cousin Maximilian, Max avait dit qu'il enviait la proximité d'Aine avec les princes et combien leur transformation depuis son arrivée n'avait pas échappé à l'attention. Aine a alors admis qu'il avait aussi voulu parler au comte, sachant que, chaque fois que les princes rencontraient un problème, le comte était toujours derrière. Aine savait que le comte aggrava la situation avec le prince Licht en informant le roi de son travail, puis essaya de dissuader Bruno du trône en utilisant Docteur Dimitri, et la situation avec le prince Kai également. Il en allait de même pour le prince Kai. Tout ce que le comte prétendait ignorer. Aine alla plus loin, en mentionnant que Ralph avait parlé de ragots accusateurs à propos des princes venant d'une connaissance familiale, pensant que le comte était cette même connaissance. Le comte évoqua être ami avec un homme nommé Adam von Fuchs, et qu'il se pourrait qu'il soit parent de Ralph, mais qu'il ne l'avait jamais rencontré lui-même. Cependant, il rassura Aine en disant qu'il n'essayait pas d'écarter les princes plus jeunes du trône. Il proclama son seigneur, le prince Heinz, comme étant le plus distingué, excellent dans les domaines culturels et militaires, et n'aurait aucune difficulté à devenir roi. Sous-entendant qu'il n'y avait aucune raison pour lui d'interférer avec les autres princes dans la ligne de succession. Cela dit, le comte voulait demander à Aine l'identité du criminel écrit dans le tabloïd, mais comme ils étaient arrivés au palais, il se contenta de sourire, en disant qu'il continuerait cette conversation un autre jour. Alors qu'Aine sortait de la voiture pour discuter avec Linard, le comte Rosenberg commença à mentionner ce qu'il avait appris sur le passé du tuteur. Il avait entendu dire qu'Aine enseignait à des enfants à l'église Maria Vetsera avant de venir au palais.
Un fait intéressant est ressorti lorsqu'il a examiné la raison pour laquelle Aine avait enseigné là-bas. Il a ensuite mentionné que Aine n'était pas de leur côté. Des mots qui ont fait apparaître un air sérieux sur le visage du tuteur. Alors que les deux parties prenaient congé, Leonard ne pouvait s'empêcher de se demander de quoi il s'agissait. À l'intérieur, il commença à suivre discrètement son professeur, jusqu'à ce que Aine apparaisse soudainement derrière lui. Devenu méfiant, Leonard s'est enfui de Aine et a finalement avoué ses curiosités concernant le passé de Aine en tant qu'enseignant à l'église. Il y a longtemps, Aine était en effet un tuteur bénévole. Il n'était pas payé, mais l'église le remerciait avec un repas pour chaque journée de travail. Leonard a alors présenté ce qu'il voulait à l'origine montrer à Aine, qu'il étudiait en avance, un choix impressionnant de diligence que Aine a remarqué. En s'éloignant avec le document de Leonard, Aine a fait remarquer combien il avait grandi. Il a soudainement entendu les sons de petits enfants appelant « enseignant, enseignant » dans un fracas, et a découvert Bruno enseignant Adela et ses amis. Aine a présenté l'article corrigé sur l'histoire de l'académie militaire à Bruno. Et le troisième prince était dans un état d'esprit radieux à cause de cela. Bruno s'était demandé s'il y avait autre chose qu'il devait apprendre en tant que candidat au trône. C'est alors qu'Adela lui a demandé de lui enseigner. C'était son moment, Eureka. Il voulait maintenant cultiver une relation avec les enfants. Et devenir un roi qui était nécessaire pour plusieurs générations. En entendant les filles pousser des cris en demandant s'il prince avait une petite amie, Bruno Red est devenu déconcerté. Il les a grondés, leur disant de se concentrer plutôt sur leurs leçons. Voyant cela, Aine a donné au prince des paroles sages, lui demandant comment il pourrait espérer diriger des millions si lui ne pouvait pas diriger autant d'enfants. Pour devenir un leader, le prince Bruno devait avoir un tempérament attrayant, sinon personne ne le suivrait. Bruno remercia son maître pour la leçon et décida de prendre ses conseils à cœur. Il décida ensuite de s'ouvrir davantage aux enfants. Admettant qu'il n'avait pas de petite amie et discutant de détails mineurs sur lui-même. Aine était fier de Bruno pour avoir si bien accepté les conseils. En passant dans les couloirs, Aine remarqua à quel point Kai s'était également bien installé. Et en parlant en privé avec lui, Kai évoqua son désir de retourner à l'école militaire. Il était désormais capable de parler agréablement avec les gens autour du palais. Mais souhaitant retourner à l'académie, il sentait qu'il avait besoin de s'exercer davantage à interagir avec des personnes moins sympathiques. Il savait que son père serait probablement contre cela. En entendant cela, Aine lui conseilla d'essayer de persuader son père par lui-même. C'était aussi une force dont il avait besoin pour devenir roi. Lors de sa rencontre avec Licht au café en ville, Aine trouva le jeune prince aussi populaire auprès des dames que jamais. Quand Licht leur parlait, il apprenait beaucoup. Comme le fait qu'il y avait des endroits qui avaient besoin de plus de médecins, que la terre augmentait en prix, et des problèmes éducatifs dans le royaume. Ces problèmes lui semblaient réels maintenant. Aine nota la maturité du prince autoproclamé Supésexide. Charisme, lui disant de continuer à avancer sur le chemin auquel il croyait. Presque comme s'il disait au revoir. Ce soir-là, Aine fixa la fenêtre. Les paroles du comte Rosenberg pesant encore sur lui. Un jour, alors que les frères étaient ensemble comme d'habitude, Leonard évoqua enseignement bénévole de Aine dans le passé qu'il avait entendu du comte. Les garçons se demandèrent ce que le comte avait voulu dire, lorsqu'il a dit qu'Aine n'était pas de leur côté. Et ils soupirèrent, se rappelant qu'ils ne connaissaient presque rien de leur professeur. Mais essayant de découvrir davantage, ils décidèrent de fouiller sa chambre, pendant qu'il était à la librairie le matin. Mais Aine était juste derrière eux avec sa collection de livres. Les garçons ont alors prétexté avoir besoin d'aide pour leurs devoirs. Alors Aine les a invités dans sa chambre. Ils ont été stupéfaits de trouver sa chambre en désordre complet. Bruno a essayé d'être gentil, complimentant sa collection de livres. Mais Aine a expliqué qu'il avait été si occupé qu'il n'avait pas eu le temps de ranger sa chambre. En entendant cela, les garçons ont paniqué, se demandant s'il était la cause de son occupation. Ils se sont alors regroupés, formant une équipe pour nettoyer la chambre de leur professeur. Pour montrer leur gratitude, ils voulaient nettoyer de haut en bas. En commençant à nettoyer, Aine a remarqué une boîte particulière qui était un objet personnel à lui, qu'il leur avait demandé de ne pas toucher. Ils ont alors commencé à mettre en place un plan pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, en espérant découvrir plus sur l'identité de Aine. Mais cela n'a pas fonctionné. Alors, Leonard a simplement soulevé le couvercle de la boîte, et à l'intérieur, ils ont trouvé une collection de lettres de ses anciens élèves. Les garçons ont ensuite commencé à lire les diverses lettres de remerciement et de « je t'aime » adressées à Aine. Et il y en avait une où beaucoup d'élèves avaient dit à Aine qu'ils aimaient maintenant étudier. En lisant ces lettres, ils ont eu une meilleure compréhension de ce qu'Aine était comme en tant que personne. Ils ont même trouvé leur propre cadeau qu'ils lui avaient donné dans la boîte également. Pour Aine, tous ses élèves étaient précieux pour lui, y compris la princesse. Il leur a dit que les enseigner en valait la peine, et il était reconnaissant de les avoir rencontrés. Les garçons avaient le cœur touché et ont décidé de travailler encore plus dur pour nettoyer. Mais d'une manière ou d'une autre,
Tout est redevenu un désordre avec Linerd qui a heurté la servante, qui leur apportait du thé, et Licht qui a percuté les bibliothèques. Il n'était pas découragé pour autant, repartant pour une deuxième session de nettoyage, tandis que Heine continuait à préparer les matériels d'enseignement. Maintenant que tout était enfin propre, les garçons espéraient que cela serait un proper remerciement à leur bien-aimé tuteur. Ils ont ensuite dégusté du thé et des desserts pour célébrer. Licht remarqua alors qu'Heine avait gardé l'article qui détaillait l'idée d'un criminel s'introduisant dans le palais. Les garçons appelèrent l'article des absurdités, et c'est alors qu'Heine demanda une autre leçon. Ce n'était pas bien de leur part de supposer ce qui était vrai sans le confirmer eux-mêmes. Il posa l'hypothèse, que se passerait-il si le criminel était quelqu'un dans le palais qui leur était proche? Et que se passerait-il s'il était effectivement un criminel? Mais Linerd et Licht prirent cela comme une blague. Bruno, se sentant mal, comprit mal. Cependant, les mots du comte Rosenberg résonnaient encore dans l'esprit d'Heine cette nuit-là. Le lendemain, il apporta le tabloïd aux garçons, leur disant d'enquêter sur la véracité de leurs affirmations. Les deux frères cadets se moquèrent de l'idée, ne la prenant pas au sérieux puisqu'ils supposaient déjà connaître la réponse, tandis que Bruno et Kai semblaient un peu plus sérieux. À cela, Heine admit que les tabloïds étaient remplis de mensonges, mais leur dit que supposer que tout était un mensonge était tout aussi dangereux que de croire chaque rumeur vraie. Il présenta un hypothétique où ils devenaient rois et leur successeur naissait. S'il entendait des rumeurs sur un criminel dans le palais, se contenterait-il de rire? Ce criminel pourrait cibler le successeur. Devenir roi signifiait qu'une seule erreur pouvait leur faire perdre tout le pays. Ils voulaient qu'ils découvrent la vérité sans son aide, et qu'ils portent un jugement eux-mêmes en tant que candidats au trône. C'était leur prochaine leçon. Le plan d'action de Kai était qu'il rencontre la personne qui avait écrit l'article. Il les connaissait puisqu'il était la même personne qui avait écrit l'article de correction pour l'incident de l'école militaire. Ils sont allés à l'entreprise de journaux, mais l'auteur de l'article, Gregor Klein, n'était pas là. Juste après l'avoir écrit, il a démissionné. Il a même déménagé. Personne ne savait où il était. Ce qu'ils ont découvert a dérangé Bruno. Il voulait approfondir parce que quelque chose à ce sujet le tracassait. Ils ont demandé des nouvelles de Gregor en ville, dans son magasin préféré, dans son quartier. Ils n'ont rien trouvé pendant une journée entière, jusqu'à ce que Licht découvre qu'il se rendait à une salle sociale locale à la périphérie de la ville. Il avait changé de nom pour Karl Fischer, mais c'était en effet le même homme que sur la photo, qui avait fulminé sur la façon de faire fortune avec un papier auparavant. Ils l'ont trouvé à la salle sociale et l'ont attrapé dehors en train de partir. Il a essayé de s'échapper, mais a été facilement attrapé par Kai. À l'intérieur de la voiture, Bruno a révélé tout ce qu'il savait sur Gregor. Un homme d'affaires qui est récemment arrivé à Glansreich. Un compte bancaire contenant une jolie somme avait été ouvert sous son nom de Karl Fischer. Le jour après que l'article a été écrit. Par coïncidence, les garçons ont menacé de l'effacer, alors il a finalement parlé. On lui a dit qu'il pouvait faire fortune s'il écrivait un article sur le palais. Par un homme inconnu qu'il avait rencontré dans la rue la nuit. Il ne savait pas à quoi ressemblait l'homme, car il faisait trop sombre pour distinguer son visage. Cet homme-là était celui qui a payé Gregor et lui a dit de quitter la ville ensuite et de faire comme bon lui semblait. Il n'est pas parti parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il a admis que la prétention concernant le criminel dans le palais était une totale farce. Avant que le roi actuel n'accède au trône, un criminel a causé un incident lors de la fête de la moisson. Ce criminel était maintenant au palais. C'est ce que l'homme lui a dit d'écrire. Gregor voulait juste de l'argent, mais il n'y avait aucun dossier de l'événement, même en enquêtant. Les garçons ont ensuite emmené leur enquête dans la salle des archives, un endroit où ils ne pouvaient pas être sans la permission du roi. Ils ont déterré une liste de tous ceux emprisonnés pendant le festival de la récolte avant le couronnement de leur père. Linerd n'en croyait pas ses yeux. Ils ont découvert qu'un certain Heine Wittgenstein avait été emprisonné avant que Victor ne prenne le trône. Crime? Enlèvement et tentative d'assassinat d'un prince. Ils étaient encore incrédules chez eux, mais Bruno et Kai ont questionné l'information de manière plus logique. Heine savait qu'il n'était en danger car il était en effet le criminel. Ils sont allés dans sa chambre pour lui demander directement, seulement, de venir choqué en découvrant qu'il n'était pas là. Ils ont ensuite essayé de demander à leur père car ils devaient savoir quelque chose, mais il n'avait rien à leur dire. Recevant un avis, il a changé d'avis, leur disant qu'à ce moment-là, il était leur père, pas leur roi. Avant de monter sur le trône, il sortait discrètement du palais de temps en temps. Il voulait voir la vie des gens de ses propres yeux, connaître leurs pensées. Il s'habillait en commun et sortait du palais, sachant qu'en retournant dans sa chambre à temps pour la patrouille, personne ne le saurait. Une nuit, il a été victime d'un vol à la tire par deux garçons, mais a réussi à les rattraper.
Les garçons l'ont menacé, et c'est à ce moment qu'Aine est apparu, rappelant aux garçons de ne pas voler plus que ce dont ils avaient besoin, et les ayant fait rendre les affaires de Victor. Le jeune Aine a dit au prince alors présent de ne jamais revenir. Cependant, Victor a suivi Aine là où il vivait avec les autres enfants. Sous la ville, Victor a exprimé sa préoccupation, demandant où étaient tous les parents. Ce qui fit rire Aine, car bien sûr, aucun de ses enfants n'avait de parents. L'estomac de Victor a commencé à gargouiller, donc Aine lui a lancé une pomme. Aine lui a ensuite dit d'aller chez lui après avoir mangé, car cette zone était un endroit dangereux pour un enfant gâté et protégé. Un enfant a commencé à fixer Victor, donc il lui a donné sa pomme, qu'elle a mangée joyeusement. Il a ensuite donné le sien à la fille également, puis il a admis que son impression de Victor était fausse, et il a continué à se présenter. Après cela, Victor rencontrerait Aine chaque fois qu'il se faufilerait en ville. Aine était comme un leader pour les enfants. Il a enseigné beaucoup de choses à Victor aussi. Comment rester nourri, comment trouver un endroit chaud pour dormir, tout ce dont on avait besoin pour survivre. Qu'il y avait une différence entre riches et pauvres. Les enfants orphelins qui travaillaient ensemble pour survivre. Cette connaissance a ébranlé la réalité de Victor sur le royaume. Un soir, avant la fête des moissons, Aine a apporté du vin à partager avec Victor. Bien qu'à l'époque, Aine ne pouvait pas lire. Alors, Victor l'a aidé à le lire pour la première fois. C'était la marque du vin blanc. Victor a ensuite offert sa montre à Aine. Ainsi, Aine pourrait la vendre pour acheter des couvertures et des vêtements chauds pour lui-même, et les enfants en hiver, en échange du vin préféré de Victor. Quand ils se sont assis ensemble, Victor lui a dit qu'un jour il aurait un endroit chaud où dormir, ne manquerait jamais de nourriture et aurait accès à une éducation équitable. Victor voulait créer une nation prospère et pacifique. Il lui avait demandé de l'aider quand le moment serait venu. Aine s'en était moqué, ignorant toujours l'identité véritable de Victor. Le jour de la fête, Victor n'avait aucune idée que le palais était en état de panique à cause de sa disparition. On croyait qu'il avait été kidnappé et on avait lancé des opérations pour le retrouver. Pris sur le fait par les gardes, Aine avait laissé tomber la montre de poche avec le blason royal, ce qui les avait amenés à se demander comment il l'avait obtenue. Aine s'était enfui, les gardes avaient tiré et Victor avait reçu la balle. Aine était horrifié. Les gardes l'accusèrent ensuite de s'être servi de Victor comme bouclier. Puis Aine a commencé à les vaincre, un après l'autre. Et quand il était sur le point de tirer, Victor lui a dit d'arrêter. C'est à ce moment-là qu'Aine a été emmené, criant pour son ami ensanglanté. Lorsque Victor s'est finalement réveillé, il a découvert qu'Aine était emprisonné pour kidnapping et tentative d'assassinat d'un prince pour un gain matériel. C'était la première fois qu'Aine apprenait la station de Victor en tant que prince. Aine n'a jamais défendu son innocence, il a seulement prié pour la sécurité de Victor. Et Victor est bienvenu pour lui, donnant à Aine un sentiment de soulagement en s'inclinant vers son prince. Victor a ensuite expliqué la vérité au roi, et Aine a été gracié. Après que Victor eut été couronné roi, il construisit une église pour abriter les enfants orphelins. Aine devint enseignant pour ses enfants. Un homme qui ne savait ni lire ni écrire auparavant, devint un enseignant respecté de tous. Et ainsi, Victor l'appela au palais pour être le précepteur royal. Bruno demanda pourquoi son père leur racontait un tel secret bien gardé. Alors, Victor expliqua que les rumeurs infondées sur Aine pourraient commencer à circuler. Il n'avait pas l'intention de rendre la vérité publique, et ce n'était pas non plus le souhait de Aine. La promesse de Victor avec Aine était qu'en cas de divulgation de son passé, Aine partirait immédiatement du palais sans un mot. Les garçons se levèrent bouleversés, réalisant maintenant que Aine avait démissionné de son poste de précepteur royal. Officiellement, il était encore précepteur royal jusqu'à demain. Les garçons ne voulaient pas perdre leur précieux enseignant, mais leur père. Tout en secouant les poings, leur rappela que Aine avait blessé les gardes et avait été emprisonné. Si les garçons étaient étiquetés comme des princes élevés par un précepteur royal avec un casier judiciaire, cela pourrait potentiellement nuire à leur légitimité en tant que roi. C'est pourquoi Aine partait. Bruno demanda pourquoi, si son père savait tout cela, il avait engagé Aine comme leur précepteur, à quoi il répondit, pour le bien du royaume, et rien d'autre avant de les renvoyer. Dehors la porte, les deux frères cadets se disputaient, ne voulant pas perdre Aine. Chacun d'eux était assis dans sa chambre, réfléchissant à ce qu'il fallait faire, incapable de dormir une seconde. Quand le matin arriva, ils se dirigèrent vers leur salle d'enseignement habituelle et trouvèrent Aine à l'intérieur, apprenant qu'il était en ville la nuit dernière, en train de faire des préparatifs pour après son départ du palais. Terminant leur dernier cours, les garçons étaient d'humeur sombre. Aine était impressionné par leur travail pour découvrir la vérité concernant le canard impliquant Aine, et ils furent tous surpris qu'ils sachent qu'ils avaient menacé le journaliste pour obtenir les informations. Et malgré le fait qu'Aine leur ait dit qu'il était effectivement un criminel, il était tout aussi surpris de découvrir qu'ils connaissaient les détails précis de ce qui s'était passé grâce à leur père, étant donné que Victor avait promis à Aine de ne le dire à personne.
Aine recentra alors la leçon sur son objectif initial. S'il était candidat au trône, quel jugement porterait-il sur un homme avec un passé criminel qui s'était introduit dans le palais en tant que tuteur royal? Brunel répondit qu'il enquêterait sur le tuteur sous tous les angles pour déterminer quel genre d'homme il était. Licht l'exclurait du palais. Aine leur dit qu'ils avaient raison, et de se rappeler d'atteindre la vérité et prendre des décisions sans être aveuglés par les émotions. Linard s'est levé, se traitant de fou pour son manque de compréhension de la décision d'Aine de partir. Aine a convenu que Linard était un fou, mais aussi intelligent de se l'avouer. Il a félicité Linard d'avoir la force de voir ses propres faiblesses et de les surmonter, tout en possédant une imagination plus puissante que quiconque. Aine croyait que si Linard devenait roi, il pourrait sauver le royaume du danger avec sa force et son imagination. Le tuteur a ensuite fait remarquer l'apparence playboy de Licht, mais un intérieur sérieux. Il a félicité Licht pour ne pas se vanter d'être royal et pour traiter tout le monde de manière égale. Il croyait que si Licht devenait roi, il créerait un royaume tel qu'il tendrait la main à quiconque sans discrimination. Pour Bruno, Aine pensait qu'il travaillait plus dur que quiconque. Bruno a toujours appelé Aine maître jusqu'à la toute fin. Aine a ensuite loué l'effort du prince pour apprendre dans n'importe quelle circonstance. Et comment il avait maintenant commencé à transmettre son savoir aux autres. Aine croyait que le temps que Bruno avait passé perdu et en proie à l'angoisse deviendrait sûrement sa force, et que c'était à travers ce temps qu'il avait le plus grandi. Et que s'il devenait roi, il dirigerait sûrement le royaume correctement. Pour Kai, tout le monde avait eu peur de lui lorsqu'Aine était arrivé au palais. Mais maintenant, il n'y avait pas une âme ici pour dire qu'il était effrayant. Aine croyait avoir la force d'avancer face à n'importe quelle difficulté, et un cœur compréhensif. C'était des choses qu'il pouvait utiliser pour protéger le royaume et donner à ses sujets une tranquillité d'esprit. Alors que les garçons pleuraient à chaudes larmes, Aine continuait à leur rappeler qu'il était devenu le tuteur royal pour faire de chacun d'eux un roi. Un cœur qui écoute les voix du peuple, une imagination incomparable. Et une richesse d'informations qui pouvait guider tout le monde. S'il avait la force de surmonter les difficultés, alors ce royaume avait un avenir radieux. C'était la fin de leur dernière leçon. Alors que les garçons regardaient leur cher tuteur s'en aller, le comte Rosenberg observait d'en haut, remarquant que Aine était un tuteur trop bon. Et maintenant qu'il était parti, Heinz pouvait devenir roi sans aucun obstacle sur son chemin. De retour dans la salle où ils avaient leur leçon, les garçons continuaient à rester déprimés. Mais soudain, ils furent visités par leur père, qui leur dit qu'un nouveau tuteur royal arriverait bientôt. Ce nouveau tuteur serait choisi lors du conseil après-demain. Victor ne les choisissait pas car il ne pouvait pas imaginer un tuteur qui conviendrait à ses fils. Après que le roi soit parti pour affaires, les frères exprimèrent leur aversion pour la perte de Aine. C'est alors que cela vint à Bruno. Puisque le conseil choisirait un nouveau tuteur dans 2 jours, il devrait pouvoir proposer à Aine et prouver qu'il était parfait pour le poste de leur nouveau tuteur. Il n'avait juste besoin de montrer que suite à ses enseignements, ils étaient tous devenus des rois potentiels dignes. Les garçons se mirent au livre, élaborant leurs propositions au conseil en utilisant tout ce qu'ils avaient accumulé. Victor passerait par là, fier de voir ses fils travailler ensemble. Mais à l'église où Aine était revenu, le roi viendrait faire une visite. Victor expliqua ce qui se passait avec le conseil qui décidait d'un nouveau tuteur cet après-midi, et comment il n'avait pas choisi de nouveau tuteur lui-même, parce qu'il ne pouvait penser à personne de plus apte que Aine. Aine admit qu'il se sentait inapte. Alors Victor lui rappela leur rêve d'une nation paisible et prospère. Victor ne voulait pas que le royaume retombe dans la pauvreté. Pour cette raison, il ne pouvait pas laisser son trône à un homme qui abuserait de son autorité pour protéger les privilèges des nobles. L'éducation de ses fils était extrêmement importante. Il croyait que rencontrer Aine lui permettait de changer le royaume, et reconnaissait comment Aine avait également changé ses fils. Avant, ils étaient des princes gâtés qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Il a ensuite évoqué comment ses fils prévoyaient quelque chose concernant la décision du conseil aujourd'hui, et a fait savoir à Aine qu'il ne découvrirait ce que c'était que s'il venait à la réunion. Lors de la réunion du conseil, le comte Rosenberg a nommé le docteur Erwin von Welsbach pour le poste de précepteur royal en raison de ses qualifications en tant que diplômé de premier plan de l'université Glanzreich en politique, où il avait obtenu un doctorat dans son travail précédent ayant tutoré les fils de ducs dans leur nation voisine. Le conseil n'y voyait aucun problème, étant donné qu'Erwin était le fils du comte Gerhard von Welsbach. Rosenberg avait l'impression d'avoir gagné, et puisque son nouveau tuteur royal était quelqu'un qu'il pouvait contrôler à sa guise, par procuration, il pouvait contrôler les 4 princes également. Le conseil n'a entendu aucune autre nomination, et s'apprêtait à clore la séance. Mais soudain, les 4 princes intervinrent. Ils voulaient nommer Aine, et le conseil promettait d'écouter.
mais voterait tout de même équitablement pour le tuteur. Rosenberg était sûr de lui. Il pensait qu'il était acceptable de laisser les 4 princes se couvrir de honte et se saboter eux-mêmes. Les garçons se sont alors avancés, nommant fièrement Aine, le tuteur démissionnaire, au poste une fois de plus. Mais lorsque le comte annonça qu'Aine avait démissionné en raison de rumeurs sur son casier judiciaire, le conseil trouva l'idée inacceptable. À ce moment-là, cependant, Aine arriva, voyant les événements se dérouler d'en haut. Les garçons perdaient cette bataille, mais se rappelèrent les enseignements de leur tuteur. Kai s'avança et souligna que tout le monde avait une ou deux marques dans son passé. Bruno ajouta qu'il était une erreur de juger quelqu'un uniquement sous un angle. Linerd savait qu'une seule erreur de jugement pouvait coûter à un roi l'ensemble de son pays. Et Licht les a assurés que leur nomination n'était pas une mauvaise décision. Chacun d'eux a raconté les enseignements personnels qu'ils avaient reçus de Aine et a expliqué au conseil qu'ils voulaient créer un royaume où ils s'entraideraient tous. Ils n'avaient appris ces choses que grâce à lui, et à partir de là, on récitait les rêves de Aine et de Victor, d'une nation où chacun aurait une place chaude pour dormir. Plus jamais de privation de nourriture, un accès égal à l'éducation, prospère et paisible. Entendre cela a fait pleurer Aine. Tout le conseil était impressionné par la croissance du prince. Leur grand frère, Heinz, est même descendu d'en haut, commençant à applaudir et bientôt toute la salle l'a suivi. Ensuite, Victor a discuté avec Rosenberg, qui était irrité d'avoir perdu. Heinz est alors apparu, et quand son père a essayé de lui faire un câlin, il l'a rapidement évité. Heinz a avoué sa surprise. Il pensait que ses frères cadets seraient encore des enfants à son retour de son voyage diplomatique, mais il peut maintenant voir qu'ils ont mouru bien au-delà de ses attentes. Il n'aurait jamais pensé les entendre parler de l'avenir du royaume. Après que Victor se soit retiré, Heinz a dit au comte de ne pas se mêler des affaires, car il était convaincu qu'il deviendrait roi grâce à ses propres capacités. Plus tard, avec le retour de Aine au palais royal, les 4 princes l'ont accueilli dans la même pièce, cette fois avec des sourires sur leurs visages. Un accueil réconfortant qui a même fait sourire Aine. C'est une autre journée paisible dans le royaume de Glonsrit, où ils allaient accueillir la royauté du royaume voisin de Romano, qui avait renforcé son armée ces dernières années. Heinz a expliqué au comte que la raison de leur visite était de renforcer les relations favorables entre les deux royaumes. Aine a informé les 4 princes des jumeaux princes de Romano qui étaient en visite. Ils avaient tous deux 1 an de moins que Licht. Les garçons ont tous commencé à plaisanter comme d'habitude, et sont entrés dans la pièce pour rencontrer. Aine s'inclina, tandis que les 4 frères accueillaient les jumeaux comme ils le faisaient avec tout invité. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que les jumeaux soient si peu amicaux, comme ils l'avaient été la première fois qu'ils avaient rencontré Aine. Les jumeaux étaient rapides à admettre qu'ils ne voulaient pas être ici. Le prince héritier, Ivan, dit aux 4 princes de ne pas devenir amis avec eux. Les informations de Aine sur Ivan étaient qu'il était connu pour blesser quiconque il rencontrait. Le prince couteau suisse. Eugene voulait sauter les politesses. Aine le considérait comme le prince toujours négatif à l'âme sombre. Avec Eugene s'avançant pour ramasser Aine, l'appelant un petit garçon, Linerd expliqua qu'Aine était leur tuteur royal. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Aine était aussi leur tuteur pendant toute la durée de leur séjour. Le roi Victor avait ordonné qu'il serve de tuteur royal au prince de Romano. Ainsi, il commencerait des leçons de groupe demain. Les jumeaux protestèrent d'abord. Licht essaya de se rapprocher, mais Ivan n'accepta pas. Bien qu'il puisse voir les 2e et 3e princes comme des candidats possibles dignes du trône, il ne pensait pas la même chose de Linerd. Licht les a appelés, lui et son ami, des bancs de touche pour toujours. Linerd était trop stupide pour comprendre, alors Bruno lui expliqua. Et maintenant, Linerd était furieux contre Ivan. Eugene a alors dit à son jumeau d'arrêter de chercher la bagarre, puisque parler au banc de touche numéro 4 n'était qu'une perte de temps. Sur ce, les jumeaux prirent congé pour la journée. Le soir, Linerd exprima ses frustrations, en disant combien il détestait les jumeaux autant que les carottes. Licht ne croyait pas qu'il puisse être ami avec eux non plus, puisqu'il se moquait de Aine. Bruno reconnut qu'ils étaient au-delà de l'impolitesse, mais ils étaient aussi comme les jumeaux avant. Quand ils ont appris qu'ils allaient avoir un nouveau précepte royal, Kai a accepté, ajoutant que peut-être Ivan et Eugène étaient juste nerveux. Mais les jumeaux ont mis cette idée de côté le lendemain, disant aux autres princes qu'ils ne leur montreraient même pas un peu de respect. Le cours d'aujourd'hui était l'escrime. Aine a expliqué que l'escrime était un art martial qui combinait endurance, technique et intelligence. Pour lui, c'était l'opportunité parfaite pour observer les compétences d'Ivan et d'Eugène. Mais avec Ivan attisant les flammes, Linerd était prêt au combat. D'abord, c'était Eugene contre Licht. Licht a fait des mouvements agressifs que Eugene a réussi à éviter.
Mais alors que Licht était sur le point de le frapper, Eugene a retiré son épée et a donné la victoire à Licht. Ivan a alors sorti son épée et a appelé le frère ou la sœur le plus fort. Il voulait se battre pour l'honneur du royaume romano. Avec Linerd s'avançant, Ivan ne croyait pas qu'il était la bonne personne. Cependant, Aine a précisé que Linerd était en effet le meilleur escrimeur ici. Et donc, le prince romano arrogant a accepté. Avec les deux s'affrontant, ils ont entrechoqué leurs épées, se poussant l'un l'autre en arrière. Linerd a pris l'avantage, au point que Ivan s'est de nouveau éloigné. Le jumeau romano a alors utilisé une tactique secrète, disant à Linerd, « Regarde, par là. C'est un chat qui danse. » Et cela a suffi à déconcerter Linerd au point de perdre son duel. Ivan a ensuite déclaré que les princes étaient une honte pour leur père, connu comme le dieu de la guerre. Linerd a riposté en appelant Ivan le prince du poivre, qu'il pensait être pire que le soin. Les deux se sont poussés et ont commencé un autre round immédiat de escrime que Aine a rompu tout en annonçant qu'ils avaient besoin d'une leçon. Et en voyant cela, Eugene était surpris. Aine a alors dit aux jumeaux qu'avec leur attitude actuelle, ils ne feraient que se créer des ennemis inutiles. Linerd se sentit justifié, mais avec Aine expliquant que le prince Ivan avait dit qu'il se battrait. Pour l'honneur du royaume romano, utiliser tous les moyens nécessaires pour gagner était en effet une stratégie viable. Linerd était blessé que Aine prenne leur parti, mais Aine leur rappela qu'il était leur tuteur pour le moment. Pour qu'ils s'entendent, il leur dit qu'il était important qu'ils soyez sincères les uns envers les autres, et ainsi leur a donné une mission. Ils devaient désormais travailler ensemble pour préparer une forme de divertissement. Les jumeaux rejetèrent l'idée, mais Aine leur pointa du doigt, leur rappelant qu'ils avaient reçu la bénédiction de Victor et de leur père. Bruno essaya d'être civil, proposant quelques suggestions, mais à cela, Eugène rit. Il se moquait du troisième prince, connu comme l'élève modèle et perfectionniste, mais savait qu'il n'était également pas très flexible. Ivan annonça carrément son refus de ce projet, citant que son père leur avait toujours dit qu'il n'avait besoin de rien d'autre que des arts martiaux et des études. Les jumeaux prirent alors congé. Linerd a alors suggéré qu'il et ses frères se débrouillent seuls pour le divertissement. Mais bien sûr, Aine leur a rappelé que la mission nécessitait que les 6 princes travaillent ensemble. Avec leur précepteur royal s'attendant à de grandes choses de leur part, les 4 frères se sont séparés pour parler avec chacun des jumeaux. Dans le jardin, Ivan s'affairait, pratiquant sa technique d'épée. Observant de loin, Lick prévoyait d'utiliser ses compétences sociales pour se lier d'amitié avec lui. Linerd est alors intervenu, impressionné par les compétences d'Ivan en mathématiques avancées. Et maintenant, Ivan savait avec certitude que Linerd était extrêmement stupide. Les deux ont commencé à se disputer à nouveau, mais ont été interrompus par l'arrivée de la reine Maria, qui s'est émerveillée de combien le prince Romano avait grandi. Ivan prit un genou gracieusement, la remerciant humblement de l'accueillir dans le royaume. La reine invita ensuite Ivan à prendre le thé et à déguster ses confiseries préférées. Il rougit, entendant qu'elle se souvenait, mais finit par décliner, prétextant qu'il avait d'autres affaires à traiter. Alors que Bruno et Kai cherchaient Eugene, leur petite sœur courut vers eux. Elle se référa à Eugene comme à un gentilhomme et les conduisit à l'endroit où il se trouvait, chantant magnifiquement tout en étant assis à l'ombre avec une ombre à ses pieds. Les frères furent surpris par son talent. Au centre-ville, Licht réfléchissait à la confiserie préférée d'Ivan alors qu'il se préparait pour son service. En allant à la table de Aine, les filles ont crié pour leur bien-aimé Richard comme elles le faisaient d'habitude. Licht leur a assuré qu'il offrirait le meilleur service jamais, mais il pouvait sentir Aine le fusiller du regard. Heureusement, en demandant à son patron, il a pu apprendre quel était le plaisir préféré d'Ivan. Dans la salle habituelle, Ivan, Bruno et Kai se sont retrouvés, discutant de leurs progrès. Sachant que Jen était un chanteur talentueux, Kai a suggéré qu'il fasse un chœur. Ce que Licht pensait être une bonne idée. Leur seul obstacle restant était Ivan, pour lequel Licht était certain d'avoir la réponse. Après leur plat principal pendant le dîner, Licht est arrivé avec leur dessert. Le préféré d'Ivan, les ponchki. C'était un dessert traditionnel que tous les citoyens du royaume de Romano adoraient. Ivan a refusé le dessert. Cependant, Licht a fait des merveilles, les narguant avec. Il avait une condition pour qu'ils puissent en profiter. Il devait promettre de s'entraîner avec eux, pour la présentation du chœur à partir de demain. Et en échange, il se chargerait de leur préparer autant de ponchki et de tartes sacrées qu'ils voudraient après l'entraînement, autant qu'ils le désiraient. Linerd était ravi. Cependant, Ivan objectait encore, déclarant que seuls les faibles chantaient. Mais il ne s'attendait pas à ce que Jen prenne part au festin. Et donc, la pratique était réglée. Et Aine était satisfait, observant depuis le bord du terrain.
Plus tard, Linerd apporta à Aine quelques ponchki de tout à l'heure. Les deux furent surpris d'entendre et de voir qu'Ivan s'entraînait encore à cette heure avancée de la nuit. Linerd se demandait pourquoi Ivan s'entraînait si dur. À quoi Aine répondit pour la même raison que lui et ses frères. Maintenant, Linerd pouvait trouver un terrain d'entente avec Prince qui était constamment en désaccord avec lui. Le matin, les jumeaux se sont effectivement présentés aux répétitions. Bruno a présenté leur chanson choisie, Le Prince et le Palais des Épines, qu'il avait entendu chanter par le prince Eugène. Eugène l'a nié, mais Kai s'est avancé, complimentant sa belle voix. Sur le point de commencer leur échauffement, Ivan a rapidement dit qu'il n'avait jamais chanté auparavant, croyant que la musique et le chant n'étaient que des passe-temps qui corrompaient les gens. C'est ce que les jumeaux avaient appris. En faisant leur chanson de pratique, Eugène était d'abord silencieux. Mais avec Aine lui demandant de chanter plus fort, sa voix résonnait magnifiquement. Les frères étaient impressionnés par les talents d'Eugène, même sans cours approprié. Alors qu'ils chantaient ensemble, Ivan commença fort. Et faux, devenant un peu gêné. Mais Aine lui dit de ne pas s'inquiéter et juste de s'amuser. Cependant, le chant d'Ivan était si fort qu'il perturbait Linerd. Lich t'a dit que c'était bien, puisque c'était le premier cours d'Ivan. Et à cela, Linerd a dit qu'Ivan devait juste s'entraîner à chanter de la même manière qu'il s'entraînait à l'épée. Cela a rappelé à Ivan son père le poussant en arrière, lui criant qu'il devait travailler plus dur. Il avait fini de chanter et avait décidé de quitter tout le monde. Licht, Bruno et Kai en ont alors déduit que, bien que le conseil était bon, peut-être que ça avait vexé Ivan. Linerd pensait que cela ne justifiait pas qu'il devienne tout de suite grognon et qu'il s'en aille. À cela, Eugene a dit que ce n'était pas ça. Et que le fait que son frère soit contrarié avait probablement à voir avec leur père. Ivan travaillait toujours dur sur tout. Il excellait en athlétisme, en académique, vraiment dans tout. Mais leur père leur disait toujours que ce n'était pas suffisant. Tout le monde ressentait de la sympathie. Heinrich pouvait comprendre que c'était triste quand celle que tu voulais le plus reconnaître refusait de le faire. Maintenant, Linerd comprenait pourquoi Ivan semblait si désespéré. Il est entré dans une rage, a ouvert la fenêtre et a sauté. Même s'il était au rez-de-chaussée. Il est parti en trombe, cherchant le prince Ivan, en le manquant accidentellement. Ivan continua à s'éloigner de Linerd, malgré ses tentatives pour parler. Mais alors Linerd s'est précipité devant lui, disant qu'Ivan avait besoin d'une leçon. Il a reconnu le travail acharné d'Ivan. C'était un travail acharné, Linerd l'a fait lui-même. Il était fier de son travail acharné. Il a dit à Ivan de se féliciter. Et s'il continuait ainsi, un jour, son père lui dirait qu'il avait bien fait. En entendant cela, les yeux d'Ivan ont scintillé. Linerd a alors parlé d'un concours de dessert, ce qui a fait rire Ivan. Il croyait toujours que Linerd était stupide, mais c'était un bon gars. Ivan a présenté des excuses et a finalement reconnu Linerd aussi. Et Linerd s'est réchauffé envers Ivan, devenant taquin et affectueux. En regardant ce moment réconfortant, Kai a demandé à Eugene de l'aider à chanter, faisant rougir le jeune prince. Avec Aine annonçant qu'il était temps pour le buffet à volonté. Des desserts, Linerd et Ivan se précipitèrent avec vigueur vers leur préféré. À la table, les deux princes étaient déjà sur leur deuxième dessert. Et avec Kai et Eugene qui allaient et venaient. Aine se demandait s'il était en train de converser. Après le thé, ils ont continué leur entraînement, avec Aine dirigeant les jeunes princes romains. En dehors de l'entraînement, ils traînaient en ville, où Ivan et Eugene ont essayé des saucisses viennoises. Puis, après la dernière séance d'entraînement, Aine a félicité les 6 garçons pour leur travail acharné. Il était fier parce qu'il sonnait bien maintenant. Bruno était si excité d'entendre les éloges de son tuteur. Il voulait encadrer les mots de Aine et les accrocher dans sa chambre. Et tous les princes riaient ensemble à ce sujet. Avec Aine appelant à leur répétition finale à 6 heures demain. Le roi Romano est soudainement entré, faisant baisser l'humeur des jumeaux. Aine s'est incliné devant le roi, expliquant ce que les princes avaient fait. Mais à cela, il a qualifié la performance de perte de temps, et inutile pour eux de devenir roi. Il a expliqué à Ivan que son temps serait mieux consacré à maîtriser l'épée, rendant Ivan et Eugène tristes, mais complices. Les 4 princes de Glansreich s'y opposèrent, évoquant à quel point ses fils avaient travaillé dur et combien ils attendaient avec impatience de chanter au bal. Le roi demanda alors à ses fils s'il attendait vraiment la performance de la chorale. Les garçons serrèrent les poings, et Ivan répondit qu'il ne se souciait jamais de cela. Le roi Romano était donc déçu par Aine. Connaissant Victor comme le dieu de la guerre, il supposa que le tuteur royal serait strict dans l'instruction de ses fils. Il prévoyait de dire ce qu'il pensait à Victor, et ordonna ensuite à ses fils de le suivre. Le lendemain, l'heure approchait 6 heures, et il n'y avait aucun signe des jumeaux. Les 4 frères se sentaient abattus, alors Aine leur dit qu'il était temps pour une autre leçon.
Il leur demanda ce que le prince Ivan et Eugene signifiaient pour eux, et ils furent surpris d'entendre Aine appeler les jumeaux leurs amis. Les amis ne se contentaient pas de passer des moments amusants ensemble, ils partageaient les sentiments des autres et étaient là pour se soutenir quand ils se sentaient abattus. Pour leur dernière tâche de la leçon en cours, Aine voulait que les 4 princes réfléchissent à la performance de demain et décident quelle action entreprendre. En rencontrant ses fils, le roi Romano leur dit qu'il n'avait pas besoin d'assister au bal et de faire des préparatifs pour rentrer chez eux. En tant que roi, il était le seul qui devait être présent. Il a déclaré que Prince Aïn était un homme digne, mais a commenté que les 4 autres semblaient inutiles. Il a interdit à ses fils de continuer à interagir avec eux. Les fils ont essayé de le raisonner, mais il les a fermement réprimandés. Plus tard, les princes de Glansreich sont allés rendre visite aux jumeaux. Ils ont demandé pourquoi Ivan avait menti à son père en disant qu'il ne voulait pas chanter. Ivan a faim de donner une raison et a dit aux 4 princes qu'il et son jumeau rentraient chez eux. Linerd s'est emporté en réponse, parlant de comment il haïssait Ivan au début. Mais maintenant, ils étaient amis. Les 4 frères ont dit aux jumeaux qu'ils voulaient chanter avec eux, et qu'ils les attendraient demain. Réunis dans le bureau de Victor, le roi a présenté à Aine son vin préféré et a raconté sa blague habituelle sur le fait qu'Aine était trop jeune pour boire. Les deux ont trinqué. Aine a ensuite commenté l'attitude stricte du roi Romano envers ses fils. En réponse, Victor a évoqué une époque où une bombe a été placée dans le palais royal du roi Romano pendant un festival. Une partie du palais a été endommagée et il y a eu des victimes. Depuis lors, le roi s'était concentré sur le renforcement de son armée. Victor supposait que le roi Romano voulait élever ses fils pour qu'ils deviennent des rois qui étaient aussi de stricts commandants militaires. Nous arrivons le jour du bal de Glansreich, où, en vérifiant en coulisses, les 4 frères étaient toujours en bas, n'ayant pas eu de nouvelles des jumeaux Romano. Cependant, ils trouvent une réponse à la mission de Aine, disant aux jumeaux qu'ils les attendraient. Mais maintenant, ils croyaient que la seule chose qu'ils pouvaient faire était de donner le meilleur d'eux-mêmes, et espéraient que leur voix parviendrait à Eugene et Ivan d'une manière ou d'une autre. Ils voulaient devenir de véritables amis avec eux à l'avenir. Aine a regardé simplement les 4 princes, expliquant qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse à la question. Car peu importe leur décision, il les respecterait et les soutiendrait. Mais il était certain que leurs sentiments atteindraient les jumeaux. En entendant cela, les princes étaient prêts et déterminés à le tuer pour leur performance. Sortant, tout le monde commença à applaudir, et Aine présenta les garçons. Il a alors commencé à diriger, mais avant qu'il ne commence, Ivan a crié pour qu'ils attendent. Les jumeaux Romano sont apparus essoufflés, annonçant qu'ils rejoindraient la chorale pour chanter. Ainsi, le royaume de Romano pourrait continuer à entretenir ses amitiés avec Glansreich. Ils se sont précipités en avant, s'excusant pour ce qu'ils avaient dit sur le fait de ne pas vouloir chanter, et que tout ce qu'ils avaient jamais fait était de suivre les ordres de leur père. Mais en vérité, ils voulaient vraiment chanter avec les frères Glansreich. Les 4 frères les ont acceptés sur scène, mais le roi Romano a demandé à ses garçons ce qu'ils faisaient. L'événement est alors devenu des murmures discrets parmi les participants. Aine a alors demandé le silence. Le roi Victor a essentiellement dit au roi Romano de se calmer, puisque leurs garçons faisaient cela pour le bien de leur royaume, et que il n'était pas nécessaire de rendre les invités mal à l'aise. Alors que les garçons commençaient, les jumeaux se sentirent à nouveau abattus, voyant leur père au-dessus. Mais Kai leur a dit de se rappeler ce que Aine avait dit à propos de gérer le stress. Ils recommencèrent, avec Eugene remontant le moral de son frère. Les jumeaux commencèrent magnifiquement, et les 4 frères suivirent leur exemple. Ils chantèrent des voix dans leur cœur, et un avenir radieux. Un message sur l'importance d'être fidèle à soi-même, de déployer leurs ailes et de prendre leur envol, menant l'avenir avec leurs mains. En voyant et en entendant leur performance, le roi Romano commença à s'adoucir, ayant oublié à quel point ses fils pouvaient être beaux. En terminant leur chanson, le public rugit d'applaudissements. Et les jumeaux furent choqués de voir leur père sourire. Le prince Aïn s'apparut alors, commentant la décision intelligente de faire chanter les 4 princes ensemble afin de renforcer les liens entre leurs nations. Avec la fin de tout, les princes remercièrent tous leurs chers tuteurs, lui offrant leurs mains pour danser avec lui, même si Aine ne le voulait pas. Quelle merveilleuse fin de série! J'ai l'impression qu'il y avait tant de leçons de vie à apprendre tout au long de cette émission. Avez-vous eu des enseignements intéressants? Quel était votre prince préféré? Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. De plus, regarde la vidéo suivante. C'est moi, Comfiti. Je vous verrai tous dans la prochaine.